Hello à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur le college tennis. Je suis avec Alexandre Bernard. Comment ça va, Alex? Ça va et toi, Max? Ouais, ça va. D'habitude, on se fait un gros check. Ouais. Allez là, c'est bon ça, en ce lundi matin. Bon, toi, ça fait 10 ans que tu as créé un service du coup pour envoyer les jeunes aux États-Unis. Et déjà, si on devait retracer un peu ton parcours aux États-Unis, comment ça s'est passé pour toi? Je crois que tu es parti. Explique-nous un peu ton CV, ton pédigré en tant que joueur déjà. Mon pédigré n'est pas incroyable, mais j'étais zéro en France, donc un niveau correct, mais pas non plus un niveau qui va te permettre de jouer les grands chelems. Donc pour moi, la voie US, elle était vraiment logique. C'était ce que je voulais faire, c'était utiliser mon niveau de tennis pour aller vivre une expérience exceptionnelle. Et c'est ce que j'ai pu faire. Je suis allé à l'université de South Alabama en Division 1. J'ai joué 4 ans là-bas. On a été au mieux du classé 42 du pays en D1, donc tu vois, un bon programme, comme ils disent, une bonne équipe. Et ensuite, j'ai vraiment passé 4 années incroyables, à tout point de vue. Je peux t'en parler pendant des heures. Non, vraiment, et c'est pour ça que en faisant ce boulot, comme tu disais, depuis maintenant 10 ans, j'adore parce que j'ai l'impression de vivre encore un peu cette expérience collège tennis au travers des joueurs et joueuses que j'envoie. Et je sais surtout que je les envoie vivre un truc incroyable, quoi. Ouais. Alors, donc ouais, vraiment 4 années incroyables. Et puis après, je suis revenu un peu en France. J'ai essayé de travailler un petit peu dans le sport ici, dans le marketing du sport. J'ai fait un stage dans un club de foot ici. Et puis ensuite, j'ai été rappelé par un coach aux US qui m'a proposé de devenir son assistant coach dans une autre université, à l'université de Louisiana Monroe, ULM. Et donc j'ai été là-bas pendant une saison. Et c'est ça, je peux t'en parler plus, hein, c'est ça qui m'a emmené finalement vers créer US Athlete Service. Ouais. Donc là, ça fait 10 ans que tu as créé, tu as envoyé plus de 300 personnes aux US, Ouais. français et étrangers, donc t'as du lourd à nous raconter. Mais déjà, toi, quand tu es parti, comment tu as fait? Et fais-nous voyager un peu les sensations de l'époque. Tu viens d'où? Tu étais dans quel club? Comment tu t'es débrouillé? Est-ce que tu as vécu un peu, quoi, tu vois? Bah écoute, moi j'ai grandi en région parisienne, donc j'étais dans l'Essonne. Je jonglais entre un lycée classique, des entraînements à la Ligue de l'Essonne, le soir, le bus, le machin, donc vraiment assez compliqué. Après, j'ai eu la chance que mes parents m'aident et me suivent dans un projet de jouer au tennis à fond pendant un an après le bac pour essayer justement de progresser un peu au tennis. Est-ce que tu étais combien avant de monter zéro? J'étais à 2,6. Ok. Donc ensuite, l'année après le bac, qui m'a permis de prendre 2 classements et de passer à zéro avec des victoires à Négat, etc. C'est ça qui a fait vraiment la différence. Et je le constate encore plus maintenant quand j'en vois les joueurs. Je vois il y a des différences à chaque classement. Donc là, 2 classements d'écart, c'était vraiment énorme. Et c'est donc ce qui m'a permis d'avoir ça. Tu as fait tes 110 matchs et tu as poncé tous les tournois du coin? Je crois pas avoir passé la barre des 100, mais j'ai fait pas mal de tournois, ça c'est clair. Et puis ouais, et du coup je suis parti et puis c'était incroyable quand je suis parti. Alors la chance que j'avais, c'est que le head coach pardon à South Alabama, il est québécois, c'est Ouais. toujours le même. Donc il parlait français. Ça m'a aidé parce qu'en anglais j'étais pas top. Je le dis des fois à mes joueurs et joueuses qui galèrent un peu en anglais. Si moi j'ai réussi, vous pouvez. Mais franchement, c'était pas évident, hein. Quand je suis parti la première année, je suis arrivé et j'étais sur Google Translate sans arrêt le premier semestre pour essayer de me faire comprendre avec certains profs, avec certains coéquipiers. Donc non, c'était pas évident, mais ça va vite en fait. On est plongé dedans et donc en quelques mois finalement, tu deviens pas complètement bilingue, mais tu te retrouves à parler anglais, les gens te comprennent, tu comprends. Et puis au bout d'un an, peut-être à peu près, tu te retrouves ouais, quasiment bilingue, avec un accent de français toujours, mais tu parles anglais quoi. T'as pas passé les tests toi avant de partir? SAT, TOEFL? Si, tu les as passés, donc tu peux nous raconter. Et tu disais head coach, juste pour bien préciser, dans une équipe aux US, il y a plusieurs coachs. Il y a le big boss, Ouais. le head comme on dit, et assistant. Généralement, il y a peut-être même parfois deux assistants. Ouais. Plus souvent un, mais parfois deux, mais plus souvent un assistant et ensuite un préparateur physique, un kiné. Voilà. Ouais. C'est à peu près ça le staff. Ouais. Et tu t'es donné un peu sur les tests, t'as eu combien? Est-ce que ça t'a aidé à avoir une meilleure bourse? Alors, un cas un peu particulier, mais qui est intéressant quand même. Je me suis donné, je les ai passés plusieurs fois. Bon, en général, j'essaie de cacher ça, mais bon, là, on est juste entre nous, hein. Mon meilleur score au TOEFL, ça a été 52. Et 52, Dur. ouais, 52, c'est sur 120, Ouais. donc c'est pas bon. Il faut en gros
dans la plupart des universités, il faut la moyenne, donc il te faut 61 points sur 120. Alors, on parle du TOEFL aujourd'hui, il y a un test un peu plus récent et un petit peu plus facile qui s'appelle le Duolingo. Mais en gros, quoi qu'il arrive, en tant qu'étudiant non anglophone, il te faut passer un test d'anglais, au moins un des deux. Et donc, mais j'ai eu la chance d'avoir une université qui m'a aidé et qui m'a permis de rentrer dans leur université le premier semestre dans un programme un peu hybride où j'avais 2 classes de soutien en anglais et 2 classes, on va dire normales, classiques, universitaires. Et à condition de réussir ces 2 classes de soutien, je rentrais officiellement dans l'université avec que des classes normales à partir du 2e semestre. Est-ce que maintenant Duolingo rend l'accès aux États-Unis beaucoup plus facile aux universités américaines avec un niveau un peu inférieur? Duolingo, déjà, j'ai l'impression qu'ils ont hacké le game sur cette histoire de test à passer, là où nous, on a galéré comme jamais à aller passer le SAT à Boulogne pendant 5 heures. Bien sûr. Ouais, non, bien sûr, je suis d'accord. Et le SAT, pardon, le pire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a même plus besoin de le passer. Alors, ça t'aide toujours, hein. Non, mais ça aide ton dossier si tu l'as, mais ça s'est arrêté au moment du Covid. Moi, je pense qu'un jour, ça va reprendre, mais pour le moment, c'est toujours pas obligatoire dans la plupart des universités, et c'est absolument pas obligatoire pour ce qu'on appelle l'éligibilité. On pourra en parler tout à l'heure avec les différentes divisions, fédérations universitaires du sport. Donc, en fait, aujourd'hui, ouais, le Duolingo, pour répondre à ta question, oui, il est quand même un peu plus simple. Il est aussi moins cher, donc s'il faut commencer à le passer 2-3 fois, ça fait un peu moins mal. Je sais pas si ça aide tant que ça, parce que franchement, même avec des joueurs et joueuses qui sont pas très forts en anglais, on y arrive au final, tu vois. Ça m'est honnêtement jamais arrivé en 10 ans d'avoir un joueur ou une joueuse où finalement on peut pas partir parce que t'as jamais réussi. Non, ça n'arrive pas au final. Ça peut prendre du temps. Des fois, il faut décaler le départ peut-être de 6 mois et prendre des cours intensifs en anglais, mais on y arrive au bout du compte, tu vois. Donc ouais, je sais pas si ça aide tant que ça. C'est un petit peu plus facile. On n'a peut-être pas besoin de passer, comme tu disais, 3 fois le TOEFL et de galérer dans différentes villes de France à trouver des dates et des spots. D'ailleurs, aujourd'hui, le TOEFL, on peut le passer en ligne. Hein, on n'est plus obligé d'aller dans un centre d'examen. Mais ouais, je sais pas si ça aide tant que ça. Duolingo, ça coûte combien? C'est 90 $ alors que le TOEFL, c'est 250. Et c'est que en ligne, Duolingo en plus, non? Exactement. Tu le fais en ligne de ton ordinateur. Ça doit gruger comme jamais, les mecs. Non, je savais que tu allais dire ça, je l'ai vu à tes yeux, les yeux qui brillent, tout de suite ils pensent à la gruge. Non, absolument pas, parce qu'en fait, et d'ailleurs j'ai un joueur récemment qui a dû le repasser à cause de ça, il faut que tu filmes avec ta webcam, il faut que tu te filmes en train de fermer la porte de la chambre, de la pièce où tu es, de mettre le verrou, il faut qu'il n'y ait rien derrière toi, il faut vraiment que tu montres qu'il n'y a pas un papier, un téléphone, un truc autour de toi, et si tu bouges un peu pendant le test, c'est comme ça que tu te le fais annuler, quoi, en fait. Donc c'est Bien vu, ça. Ouais, non, c'est assez strict. Je pense que tu peux pas gruger. Ok, donc tu te foires un peu au TOEFL, mais tu arrives à partir. Et pourquoi tu choisis cette université? Dans quel coin des US? Tu nous l'as dit tout à l'heure, mais reprécise-nous géographiquement à quoi ça ressemble. Les premières images quand tu arrives, c'est toujours assez impressionnant. Moi, je me souviens le premier tour du campus, tu as des yeux écarquillés. Fais-nous vivre un peu le truc. Ouais. Bah écoute, non, c'était, je peux même, la première anecdote pour moi, elle démarre à l'aéroport, je crois que ça doit être à Atlanta ou à Houston, je sais plus, mais j'ai mon transit, j'ai mon 2e vol à prendre là-bas, et en fait, le vol a du retard, je loupe la correspondance, mon anglais, comme je t'ai dit, c'est 52 au TOEFL, et j'ai pas internet sur mon téléphone, j'ai tout ça, et du coup, parce que ouais, on n'est pas très vieux, mais c'est quand même, on parle de janvier 2010, tu vois, donc c'est pas non plus Wi-Fi, free Wi-Fi partout. Et du coup, je vois une petite famille là, avec un des enfants, une des filles qui est sur un ordinateur et qui est sur son Facebook. Et du coup, je lui demande si je peux l'utiliser avec un anglais complètement nul pour envoyer un message Facebook à mon coach pour lui dire que je vais être en retard. Bon, au final, je me prenais la tête de fou. Lui, il avait vu en ligne que j'avais loupé mon vol et que j'allais arriver plus tard. Mais donc déjà, le stress d'entrée. Mais c'est vrai qu'en arrivant, c'était super cool d'avoir un coach qui parlait français. Ça m'a beaucoup aidé. J'avais un pote aussi, Romain Beaucaire, qui était à Négat, qui est du nord de la France, qui était déjà dans l'équipe. Donc j'ai quand même été intégré assez facilement par rapport à ça. Et puis ensuite, j'ai vraiment halluciné sur la taille du campus, effectivement, parce que c'est quand même... c'est pas une des plus grosses facs des États-Unis non plus, tu vois, mais je crois que c'est 17 ou 18 000 étudiants sur le campus. C'est vraiment un campus, tout le monde est dessus, c'est très beau. On était à South Alabama, donc dans le sud de l'Alabama, comme son nom l'indique, dans une ville qui s'appelle Mobile, que j'appelais Mobile en arrivant. Mais en fait, c'est Mobile, parce que c'est à la française, parce que les Français, il y a des centaines d'années, ont débarqué dans cette ville en premier, aux États-Unis, avant la Nouvelle-Orléans. Ont aussi démarré le Mardi Gras, comme ils disent, le
Mardi Gras. Enfin bon, c'est toute une culture qui est vachement intéressante là-bas. Et donc non, j'arrive là-bas et je me souviens jeter un œil discrètement. Les premiers jours, il n'y a pas encore tout le monde. Tu arrives un peu en avance pour te préparer. Tu as quelques examens médicaux à faire avec le coach et tout. Et je rentre dans le stade de basket qui fait 10 000 places et je vois sur les places écrit USA, quoi. Et pendant une semaine, je me dis, mais putain, mais USA, mais pourquoi il y a l'équipe nationale qui joue là? Il y a quoi? C'est quoi USA? Et ça m'a mis quelques jours, peut-être une semaine, de me rendre compte que c'est University of South Alabama, USA. Bon, voilà. C'était donc pas, la NBA qui jouait, c'était les joueurs de la fac, mais dans un stade de 10 000. Ouais. Ah, tu vois, tu arrives, tu débarques de France, c'est juste hallucinant, hein. Et le stade de football américain, c'était combien de places? Alors nous, quand je suis arrivé, le programme de foot, l'équipe de football américain était assez récente. Ils jouaient dans un stade en ville, en centre-ville, à 20 minutes, qui faisait 40 000 places. Et comme il était un peu vétuste et pas assez grand, ils en ont construit un il y a quelques années, tout nouveau sur le campus, un peu plus grand et puis tout neuf, tout clinquant, quoi. Ouais. Ouais, t'as pas eu à... Nous, comme il était sur site, on se tapait les marches du site du stade de foot. Ouais. Les montées, les descentes, toutes 47 000 places. Oui, oui. Et ça nous prenait 40 minutes, je crois. Donc ça, c'était un bon workout, comme il appelle. Est-ce que, du coup, tu avais des entraînements physiques à 5h20 du mat, des trucs un peu what the fuck qu'on n'a pas du tout en France? Je ne l'ai pas trop eu parce que je pense que le fait d'avoir un coach, je ne veux pas trop schématiser, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coachs américains qui sont un peu militaires, un peu durs, etc. Nous, il avait une sensibilité un peu différente, du fait d'être canadien, peut-être francophone, je ne sais pas. Mais il n'était pas à ce point-là. On a quand même eu une période où on a eu un assistant coach qui était vraiment génial, hein, que j'ai beaucoup apprécié, mais qui était sud-africain et beaucoup plus... militaire dur, et donc effectivement avec lui on s'est retrouvé des fois à 5h30 du mat sur le track, sur la piste d'athlétisme de l'université, à faire des tours jusqu'à épuisement, quoi. Avant d'aller en cours, évidemment, une petite douche en cours et puis ensuite entraînement l'après-midi. Donc ouais, ça arrive. Après, c'est des choses honnêtement qui arrivent beaucoup plus souvent pendant le fall. Tu as 2 semestres, hein. Tu as le fall semester qui est de fin août à début décembre, c'est la pré-saison. Il y a quelques matchs universitaires, mais c'est beaucoup plus d'entraînement. Donc dans cette période-là, c'est sûr que c'est assez courant quand même d'avoir des entraînements tôt le matin en plus des entraînements l'après-midi. Par contre, pendant la saison, le spring, où tu joues les matchs universitaires par équipe, là, c'est quand même un petit peu plus light. Donc, en général, on se lève un peu plus tard, pendant le spring qui est de janvier à mai. Et toi, tu étais quelle position dans l'équipe et tu avais combien de bourses? J'ai démarré à numéro... Ça a varié un petit peu la première année, mais j'ai démarré mon premier match à numéro 6 contre Florida State, que j'ai gagné. Mais bon, je jouais à numéro 6, quoi, le premier match, tu vois. Donc 6 sur 6, et tu as dû faire 6 sur 6 mecs sélectionnés dans l'équipe. Et tu as dû faire des matchs de sélection contre tes coéquipiers pour savoir si tu allais avoir la place de numéro 6, non? Alors, moi, encore une fois, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié avec ce coach-là. On n'avait pas ça. Okay. Je ne suis pas un grand fan de ça. Je sais qu'il y a des coachs qui font ça complètement. Ils font ces matchs de sélection. Bon, pourquoi pas? Je ne suis pas coach, c'est pas à moi de juger, mais je sais que moi, j'ai apprécié de ne pas avoir ça. C'était les entraînements. Si tu jouais bien en match, tu gagnais tes matchs, tu gardais ta place. Peut-être que tu montais dans ce qu'on appelle le line-up, donc les 6 titulaires. Mais j'ai démarré à 6 les premiers matchs et j'ai rapidement joué numéro 4, 5 la première année. Et puis les 2 dernières années, j'étais numéro 2. J'ai fait quelques petits matchs à numéro 1 parce que le numéro 1 était blessé. Mais ouais, j'ai terminé à numéro 2. Donc non, j'avais une bonne bourse. J'étais un petit peu au-dessus de 75%. Donc ouais, c'était bien. Donc tu as fait les 4 ans dans la même fac? Les 4 ans dans la même fac, ouais, j'étais très très heureux dans cette fac. Donc ouais, j'ai fait les 4 ans là-bas. Et comment c'est que le coach canadien a sauté pour un... Non. L'assistant. Il est resté. On a eu l'assistant coach, un nouvel. Les assistants coach, ça se renouvelle un petit peu plus souvent. Et sur ma dernière année, on a eu ce coach sud-africain en tant qu'assistant, qui était un peu plus dur aux entraînements. Sur 75% de bourse, ça te coûtait combien? Alors faudrait que je regarde les papiers de l'époque. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'aidaient financièrement et donc peut-être que je pourrais leur demander. Je pense que j'étais aux alentours de peut-être 5-6 000 $ à payer à l'année. Donc ce qui est une somme, mais ce qui n'est pas énorme par rapport à ce que tu obtiens. Ce que tu as là-bas, c'est les années, la moyenne est entre 30 et 35 000 $ l'année, hein, aux États-Unis. Tout compris, bien sûr, hein, je parle des frais scolaires, mais aussi assurance, logement et nourriture. Ce qu'on compte jamais dans la bourse, et qui est quand même vachement important, et je pense que c'est important d'en parler à ceux qui nous écoutent, c'est tous les frais liés au tennis, en fait. Quand on est pris dans une université, peu importe sa position dans l'équipe et donc peu importe sa bourse, on paye rien pour le tennis. Et je m'étais amusé avec plusieurs coachs de divisions différentes, avec vraiment des tailles et des budgets différents, de faire un peu des moyennes. Et j'avais trouvé qu'en gros, un joueur coûtait en moyenne
20 000 dollars à une université par an, pas la bourse, hein, en frais tennistiques. Parce que si tu prends une équipe en moyenne de peut-être 8 joueurs ou 8 joueuses et que tu vas prendre en compte le salaire du head coach, le salaire de l'assistant coach, du préparateur physique, le kiné, les déplacements, parfois en avion à l'autre bout du pays pour jouer des matchs, les hôtels, les repas, etc., les balles, les fringues, les dotations en fringues que tu as chaque année, les cordages, les raquettes, les grippes, les chaussettes, tout, les chaussures pour courir. Voilà, tu arrives vraiment à des sommes incroyables. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose, les gens le savent, hein, c'est quelque chose qui coûte cher quand on joue au tennis. Et du coup, quand tu pars aux États-Unis, tu sais que pendant 4 ans, tu n'as aucun frais lié à ça. Et après, on négocie la meilleure bourse possible sur ce qui reste. C'est ce que je disais, donc le coût de la vie là-bas, plus le coût de l'école. Nous, on avait quand même le cordeur à payer. Je me souviens, il y avait un japonais dans l'équipe qui s'appelle Eiji. Si tu nous écoutes, Eiji, il y a une chance sur 1 milliard. Mais Eiji, il prenait 10 dollars la pause et putain, on devait tous raquer. On jouait au poker. Et Eiji, il se faisait double mise. Il nous raflait à chaque fois au poker et puis il cordait les raquettes. Ouais, non, on avait pas ça. On avait la chance d'avoir un cordeur qui était forcément rémunéré par la fac. Hein. Je pense pas qu'il faisait ça gracieusement, mais ouais, on payait pas. Et vous étiez combien dans l'équipe? Écoute, je me souviens de ma 3e année où on est monté à 12, ça faisait beaucoup. Mais sinon, on était plutôt 8-9. Voilà. Il y a eu une année où on était beaucoup, je trouve. Mais ouais, sinon, plutôt 8 ou 9. C'est la moyenne, hein, en général, entre 8 et 9 joueurs par équipe. C'est là où ton coach, il faisait les choses bien. J'ai l'impression de ne pas vous mettre trop en concurrence, comme tu disais, sur des matchs au sein même de l'équipe pour savoir qui va jouer. Parce que moi, à refaire, tu vois, on était 11 dès ma première année. Et puis j'étais clairement le bas du panier à 3-6 en division 1. À refaire, j'aurais pris une D2 où j'aurais été sûr d'être 5, voire 4. Ou même 6, mais au moins sûr de jouer. Il y avait une compétition non-stop entre nous, parfois à table. C'était même tendu. Franchement, je ne l'ai pas ultra bien vécu. J'imagine, tu nous en parleras, que toi, tu le prends en compte quand quelqu'un fait appel à tes services pour partir aux US. Mais ouais, du coup, ça t'a rendu l'expérience un peu plus smooth, quoi. Plus agréable là, au quotidien. Ouais, beaucoup plus agréable. Encore une fois, il sera peut-être content de m'entendre dire tout ça, hein, mon coach, ici, il voit la vidéo, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient appréciables. Le côté humain aussi, on s'est retrouvés des fois dans des villes assez sympas, à jouer en déplacement. Je me souviens à Denver ou même à Orlando, et où il y avait match de NBA ou de NHL, la ligue de hockey, la veille du match. Et si le match n'était pas trop tard, il nous emmenait, on y allait. Parce qu'il comprenait, je pense qu'en tant qu'étranger, qu'on était là évidemment pour faire nos études et pour jouer au tennis et gagner des matchs, mais aussi pour vivre une expérience dans un pays, une culture différente. Et du coup, il nous laissait vivre ça. Alors que je sais qu'il y a des coachs qui, quand tu es en déplacement, c'est hôtel, resto et cours de tennis, quoi, terrain de tennis, rien d'autre. Donc là-dessus, on a eu de la chance. Ouais, c'est vrai que je pense que comme tu disais, le top, moi c'est ce que j'appelle le sweet spot quand je discute un peu avec les jeunes et que j'essaie de leur expliquer ma façon de travailler. C'est, alors dans la mesure du possible, tu vas comprendre pourquoi, mais l'idéal c'est vraiment d'essayer de partir dans une université où la première année vous allez être numéro 4 ou 5. Donc il y a 6 titulaires dans une équipe en simple, il y a aussi 3 doubles, donc il y a aussi 6 titulaires en double. Mais donc sur une équipe de, allez, disons 9 ou 10 joueurs ou joueuses, l'idéal, le sweet spot, c'est quand même de jouer numéro 4 la première année, 4 ou 5, parce que ça veut dire qu'il y a des joueurs et joueuses plus forts que toi devant, ce qui va quand même te pousser à progresser. Tu vas t'entraîner avec de super joueurs. Mais ça veut aussi dire que tu as une petite marge si tu joues pas très bien la première année, le temps de t'adapter, cette nouvelle vie, culture, les entraînements, etc. Tu as une petite marge, tu vas pas forcément te retrouver sur le banc tout de suite, tu vas peut-être descendre à 5 ou 6, mais tu vas continuer à jouer. Et en même temps, c'est synonyme d'une bourse quand même correcte. Si tu es recruté dès la première année pour jouer à ces positions-là, tu as quand même une bonne bourse. Donc c'est pour ça, dans la mesure du possible aussi, parce que celui qui va avoir besoin d'une bourse très très élevée parce qu'il n'a pas beaucoup de moyens, on va être obligé d'aller dans une équipe un petit peu moins forte pour qu'il joue tout de suite les premiers rôles, top 3, top 2. Voilà. Mais c'est là aussi la nature de mon travail, et c'est ce que je trouve super intéressant, parce que chaque profil est différent. Déjà parce que tout le monde est différent intrinsèquement, tout le monde, personne n'a le même niveau complètement, mais aussi parce qu'il y a des attentes différentes de la part des jeunes, parfois un peu plus tennis, un peu plus académique, géographique parfois, pourquoi pas. Je préfère qu'on me prévienne, hein. Si on veut surtout pas voir la neige, il y a intérêt à t'envoyer dans le sud et pas dans l'Iowa. Non, mais tu vois. Ouais. Mais tu sais que c'est rigolo ça, parce que j'ai une seule fois un joueur qui m'a demandé de jouer au froid en indoor, et le mec venait du Mozambique. Donc c'était quand même incroyable, quoi. Et il m'a dit non, moi je veux absolument pas jouer au chaud, j'en ai marre d'avoir chaud, je veux jouer en indoor. Bon,
Fabuleux, le mec a eu 100% de bourse et puis un traitement de faveur, mon gars. D'ailleurs, il y a des nouvelles règles aux US depuis que nous, on est partis. Mais avant que tu nous en parles, pour que voilà, l'audience soit au fait de ce qui vous attend si vous voulez faire appel au service d'Alex, est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes sympas sur les 4 ans que tu as vécu, de soirées, de ambiance de dingue, un spring break peut-être, j'en sais rien, quoi, tu vois. Tu sais, les spring break, malheureusement, et pourtant on n'était pas loin d'un des spots favoris pour le spring break. Panama City. Absolutely. Mais les spring break, bah, on s'entraînait. En fait, et c'est ce qui est un petit peu bâtard, entre guillemets, quand tu es ce qu'on appelle un spring sport, c'est-à-dire un sport dont la saison est pendant le spring, Ouais. justement, ce semestre-là, de janvier à mai. C'est que bah, le spring break, c'est une semaine de vacances. Bah, le coach, il va utiliser ça pour faire des rencontres, pour faire des matchs. Donc du coup, souvent, alors par contre, bon, il nous emmenait dans des endroits sympas. En général, on avait des spring break sympas en Floride ou quoi. On était déjà à un endroit assez sympa. On était à 25 minutes des plus belles plages de Floride, à Pensacola. Hein. Tu sais, on est vraiment tout au sud de l'Alabama. On touchait la mer. On Pas était loin de Destin, là. pas très loin de Destin, à 1 heure et demie de route de la Nouvelle-Orléans. Donc non, on était dans un coin très sympa. Mais voilà, en général, moi, tous mes spring break, j'étais sur le terrain, quoi. Mais par contre, c'était hyper sympa avec l'équipe d'aller à la Nouvelle-Orléans le week-end, quand on avait un week-end off, et d'aller faire un match de NBA et quelques soirées assez sympas, bien sûr, avec modération. Et pendant le fall, pendant la pré-saison, pas en pleine saison, bien sûr. Il y avait une boîte dans l'université, il y en avait plusieurs. C'était quoi l'ambiance? Une boîte, tu parles d'une boîte de nuit là. Ouais. Une boîte de nuit sur le campus, non, mais pas loin du campus, oui, il y en avait pas mal. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est différent. Moi, je me souviens que quand je suis arrivé, j'ai monté dans le sud des États-Unis. J'étais pas non plus au Texas, donc les mecs avaient pas non plus les Santiago et les chapeaux de cow-boy, mais parce que ça existe. Mais c'est vrai que moi, ce qui m'a surpris, c'est que je débarquais quand même de France, où on a tendance à un peu tous se regarder. Quand on sort, on essaie d'être bien habillé. Bah, de toute façon, si t'es pas bien habillé, tu rentres pas. Et là, d'un coup, tu arrives avec ta petite veste en cuir, bien serrée, et tu rentres dans la boîte. Et en fait, il y a des mecs en claquettes. Et tu te dis, Des meufs qui twerk. tout à fait, tout à fait. Et c'est souvent les mecs en claquettes qui ont le plus de succès. Et tu te dis, bon, bah, finalement, je vais aller acheter des Havaianas, et puis on va arrêter avec avec les jeans Levi's trop serrés. Mais non, par contre, moi, au début, ça m'a un peu choqué, mais après, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, finalement, c'est beaucoup moins m'as-tu vu, c'est beaucoup plus relax. Et puis, tu viens comme as you are, comme ils disent, tu viens comme tu es, et puis tout le monde est ensemble. Donc, ouais, moi, j'ai trouvé ça sympa au final, mais c'est vrai que c'était surprenant. Une ou deux ambiances ou un match qui t'a marqué, une rencontre en particulier, ou tu vois, ton expérience tennistique, si tu devais nous la résumer, est-ce que tu as progressé, pas forcément? Comment tout ça s'est produit dans une vue globale, quoi? Moi, je pense avoir progressé. Après, c'est pas facile de savoir combien, parce que j'ai pas joué au retour en France, tu vois. Après, j'ai enchaîné donc à bosser, etc. Donc, mais c'est vrai que ouais, j'ai battu des joueurs quand même bons. J'ai aussi perdu contre des joueurs moins bons, hein. Donc, mais je pense avoir vraiment progressé dans la tête et physiquement, c'est indéniable. Et je pense que c'est vraiment, c'est peut-être un peu stéréotypé de dire ça, mais c'est vraiment ce qu'en ressort aux États-Unis, c'est qu'on travaille dur, physiquement, mentalement, les deux sont liés, on le sait. Et le fait d'être en équipe et d'être poussé, et je sais pas si c'était comme ça dans ton équipe, mais quand tu breaks au premier set un joueur, tu es limite censé le crier pour que tous tes partenaires soient au courant, et du coup ça galvanise un peu tout le monde. Si tu perds, par contre, faut pas faire de bruit, parce qu'il faut pas galvaniser les autres, et mettre tes coéquipiers dans le trou, qui se disent putain, il est en train de perdre sur son match, j'ai intérêt à gagner le mien, sinon on perd la rencontre. Bon, toute cette ambiance, moi, j'ai complètement adoré, quoi. C'est vraiment match par équipe XXL. Moi, quand je rentrais en France et que je faisais les matchs par équipe ici, j'aimais faire mes matchs par équipe ici, mais je passais pour un fou quand je lâchais un common ou un bamos un peu trop fort, quoi, tu vois. Alors qu'aux États-Unis, j'étais pas non plus bruyant, quoi. Donc c'est vrai que c'est un décalage. C'est le collège tennis. J'entendais Ben Shelton, un ancien du collège tennis, dire en interview là pendant Roland Garros, on parlait un peu du public français, etc., qui des fois dépasse un peu les bornes et tout. Et lui, bon, bah, il disait, moi les gars, je sors du collège tennis, ma famille prenait cher dans les tribunes, donc c'était leur sujet favori de discussion, c'était de parler de ma famille pendant que je jouais sur le terrain. Donc pour lui, voilà, le fait d'avoir un peu de bruit dans les gradins d'un grand chelem, c'est rien du tout. Donc voilà, moi, après, si vraiment je dois... Là, tu me prends au bon, mais
c'est bien, ça me fait travailler ma mémoire et je vais te dire, la conférence. Donc en fait, tu as 5 divisions, on en parlera peut-être tout à l'heure, et à l'intérieur de chaque division, tu as des conférences différentes, des groupes d'universités. euh, Avec beaucoup de rivalité entre elles, parce qu'elles se jouent, que ce soit au basket, au baseball ou au tennis, hein, donc entre les facs, il y a cette rivalité. Et en fin de saison, tu joues ce tournoi de conférence qui est donc hyper prestigieux. Si tu gagnes, tu as une grosse bague au doigt, tu te qualifies au championnat national, bon, c'est l'Amérique. Il y a la star de l'université, t'es Voilà. populaire, président dans 5 ans, enfin la totale. La totale, ouais. Bon, ça, c'est plus pour les basketteurs et les joueurs de foot, mais bon, allez, on y croit. Mais c'est vrai qu'il y a eu une saison où le tournoi de conférence était organisé chez nous, sur notre campus, et on s'est retrouvé en demi-finale. Je me suis retrouvé à jouer numéro 2, ce qui n'était pas ma position en règle générale, à jouer un gars qui m'avait battu un peu plus tôt dans la saison quand on avait déjà joué cette équipe, Florida Atlantic University. Je fais un super match avec beaucoup de monde qui vient nous voir. Il n'y a pas toujours énormément de monde dans les tribunes, ça dépend aussi des facs, hein, bien sûr, mais là il y avait vraiment du monde. Je fais un match où je clinch. Alors le fait de clincher, c'est quand tu gagnes le match décisif, le match qui termine la rencontre, qui permet de gagner. Et donc je clinch, donc c'est un souvenir incroyable, mais comme souvent dans le tennis, et ça c'est valable même chez les pros, t'as pas le temps de savourer énormément parce que le lendemain, il y avait la fameuse finale de cette conférence. Et là, je me retrouve en dernier match et je gagne le premier et je m'écroule au tie-break du deuxième et je perds contre un mec que j'avais battu un peu plus tôt dans la saison. Donc, si tu veux, tu passes en 24 heures d'un des plus beaux souvenirs de tes 4 ans sur le terrain à un souvenir que tu essaies d'effacer. Bon, maintenant, ça fait quand même quelques années, ça fait plus de 10 ans même, bon, j'ai pas envie de me rappeler, mais si, ça fait un moment. Et donc, bon, ça va, c'est pas la fin du monde, mais sur le moment, c'est la fin du monde. Ouais, c'est la fin du monde parce que tu joues pour ton équipe, tu joues pour ta fac. Je veux pas faire passer le truc pour plus gros que ce que ça n'est, mais honnêtement, quand tu vis cette expérience, ça te prend au tripes, quoi. Tu représentes les couleurs et tu le sens en arrivant tout de suite. Tu sais, quand moi je me souviens avoir vu des profs à moi venir m'encourager en match quand on jouait sur le campus, ou des fois recevoir un email d'un prof à minuit quand on était en déplacement pour me dire bravo, j'ai vu que tu avais gagné contre New Mexico, good luck tomorrow contre Arizona. Tu te dis mais le mec il suit quoi. Et c'est mon prof de maths. Et donc c'est vraiment l'antithèse de ce qu'on vivait ici, où si tu demandes à ton proviseur au lycée de louper un vendredi après-midi pour un tournoi important, tu passes pour un clown. Donc c'est vrai que les États-Unis, pour ça, tu te rends compte tout de suite que tout le monde aime le sport, tout le monde est dedans. Il y a ceux qui font du sport et ceux qui regardent le sport, hein, qui sont pas très sportifs, je sais, mais tout le monde est intéressé par le sport. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce système incroyable que je qualifie même pas d'horaire aménagé, parce qu'horaire aménagé, c'est quand c'est du bricolage, c'est ce qu'on fait un peu ici. Là-bas, c'est la norme. Ils le font dès le lycée. Le fait que les sportifs aient un statut particulier, s'entraînent tous les après-midi, et donc des horaires un petit peu différentes, où ils vont avoir cours que le matin, s'entraîner l'après-midi, où ils vont être autorisés à louper des cours, justement, en semaine, parce qu'ils vont représenter l'université. C'est non seulement accepté, mais c'est même mis en valeur. Les profs vont être un peu plus indulgents avec les athlètes, vont donner un peu plus de temps pour rendre un devoir ou quelque chose, parce qu'ils ont conscience qu'on a un double projet et qu'en plus de faire le même boulot finalement que tous les autres étudiants, d'essayer d'avoir notre bachelor, de graduer, d'avoir le diplôme, en plus de ça, on représente la fac, on s'entraîne tous les jours et on essaie de mettre la balle de l'autre côté du filet, quoi. Moi, j'étais allé voir une prof de maths en lui disant business calculus. En lui disant je suis désolé, je suis vraiment nul, mais j'ai pas trop le temps, je suis dans l'équipe de tennis, j'ai essayé de l'amadouer. Elle m'a dit je m'en fous. F. J'avais un gros fail convoqué par le coach. Maxime Zamora, pourquoi t'as fail en maths? On va lui expliquer. Et en revanche, comme tu dis, j'avais un prof d'anglais qui était ultra compréhensif. Je sentais qu'il me mettait que des A alors que je pouvais te pondre une espèce de croûte. Le mec, il me foutait un A quand même. Donc bon, ça dépend de la sensibilité de chacun au sport. Mais si tu devais dire la fac la plus ouf dans laquelle tu as voyagé? En tant que joueur, quand on allait jouer chaque année à Florida State, c'était quand même assez incroyable. C'est une des plus grosses facs du pays. Elle est non seulement très belle, c'est des campus vraiment, tu es dans le sud, des arbres magnifiques, très, très verts et du soleil tout le temps, quoi, hein, comme là où j'étais, mais en plus grand, des infrastructures tennis incroyables avec des super tribunes, un stade de foot qui devait faire, faudrait vérifier, mais au moins 80 000 places sur le campus juste à côté. Ouais, vraiment, vraiment assez incroyable. Et ouais,
ce serait cette fac-là. Après, je suis allé, après avoir démarré donc US Athlete Service, régulièrement, j'essaie, dans la mesure du possible, d'aller voir un peu mes joueurs et joueuses sur les campus, de rencontrer les coachs, de rester au contact aussi, de ne pas être que sur mon ordinateur et mon WhatsApp, quoi. Et je me souviens être allé voir Tristan Mero, mon tout premier joueur, que j'avais placé à Oklahoma State, qui était top 10, ils ont même été top 5 à un moment. Et la conférence, c'était la Big 12 conférence, une année était organisée sur leur terrain, comme la mienne dont je te parlais tout à l'heure, qui avait été organisée chez nous. Ça tourne en général, hein, chaque année une fac l'organise. Et j'avais un autre joueur qui jouait dans la fac rivale, OU, Oklahoma, University of Oklahoma, Max Mora. Et donc du coup, bon, j'avais l'opportunité de voir 2 joueurs au même endroit, au même moment et tout, j'étais allé. Et alors là, en termes d'infrastructure, c'était juste grotesque. Mais vraiment, ouais. Et je m'étais pris pour le Max Zamora de l'époque, puisque j'avais pris avec mon petit iPhone une petite vidéo qui est encore sur YouTube, où j'avais essayé pour montrer un peu la vie, tu vois, d'un étudiant. Et c'est vrai qu'elle n'a pas vieilli, cette vidéo, je trouve. Enfin, tu la regarderas, tu me diras ce que tu en penses. Je ne sais pas si la qualité est incroyable, mais tu te rends compte, les vestiaires, les terrains, les tribunes de partout. Et pour avoir assisté à des matchs, il y avait un monde fou. Et dans les tribunes, je me souviens, Tristan, il y avait des filles qui avaient un espèce de poster, c'était sa tête en énorme. Et dès qu'il faisait un coup gagnant, il levait le poster comme ça pour l'encourager et tout. Je disais, mais non, c'était quand même assez incroyable. Donc ça, ils allaient manger dans la cantine, enfin la cafette, comme ils appellent ça, de l'équipe de foot US tous les midis, qui était dans le stade, pareil, qui faisait 100 000 places, vu sur les tribunes et tout. Tu sais, un autre monde, vraiment. Mais bon, ça, c'est ce qu'on appelle les majors, vraiment le top 25 universitaire en Division 1, où là, si tu veux, c'est boosté par en général le foot ou le basket, parfois les deux, et même un peu le baseball, qui rapportent énormément d'argent, droits télé, etc. Là, honnêtement, ces facs-là, c'est comparable à des clubs de foot professionnels en Europe, et même au tout meilleur. Donc du coup, si tu veux, il y a un effet boule de neige qui fait que les sports un petit peu plus petits, comme le tennis, en bénéficient. Et du coup, grâce à ces universités qui du coup génèrent beaucoup d'argent avec les sports principaux, elles vont réinvestir sur les plus petits sports, et tu te retrouves avec des infrastructures, tu te dis mais comment une équipe de tennis peut avoir ça? Mais c'est possible, quoi. Ouais, jacuzzi à côté dans le vestiaire pour les mecs. J'avais l'impression d'être dans un vestiaire de NBA chez eux, quoi. Et voilà, c'était des joueurs de 19-20 ans qui jouent au tennis. Fabuleux. Tristan Mero qu'on va retrouver, en fait on fait 3 épisodes ensemble. Un avec quelques joueurs que tu as envoyés aux États-Unis qui seront en groupe ici au TCP, mais ça sera un autre contenu. Et un troisième, tu peux nous dire avec qui? Ouais, ça sera avec Lucie Devier, une joueuse française que j'ai envoyée aux États-Unis il y a maintenant quelques années. Et ce qui est très intéressant avec Lucie, elle vous en parlera, c'est que elle a eu des difficultés au début. Elle était très forte au tennis, elle était moins 4-6 hein, au meilleur, mais elle n'a pas pu partir tout de suite en division 1, dans la meilleure division et dans les meilleures universités à cause de problèmes. Elle vous en parlera, notamment académiques. Du coup, elle est passée par ce qu'on pourrait appeler le plan B, la Junior College, une division où les études sont en 2 ans. Et après, elle a rebifurqué en D1 dans une super université. Malheureusement, elle s'est blessée, mais le système, et elle vous en parlera, fait que les blessures ont presque été un avantage pour elle. Je le dis avec des guillemets parce que ça n'a pas dû être facile, mais ça lui a permis en fait de jouer plus longtemps, de garder de l'éligibilité et d'avoir des années supplémentaires. Il y a le Covid qui est passé par là avec une année en plus. J'ai l'impression que Lucie est là-bas depuis 10 ans. Ne spoil pas tout non plus. Voilà, et elle vous en parlera. Voilà, mais ouais, elle est top. Elle est aux États-Unis encore aujourd'hui, donc il faudra faire l'épisode en visio, je pense. Yes. T'as fait quoi comme diplôme toi là-bas? J'ai fait un truc très classique américain, Bachelor Business Management. Ouais. Pas de regret? Non, aucun regret. Honnêtement, c'était bien déjà, parce que c'était en anglais, donc c'était déjà difficile au début, comme je te disais. Non, mais surtout, je voulais garder vraiment les options ouvertes, parce que j'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Je savais que le sport m'intéressait, le business, pourquoi pas. Bon, donc, et puis en même temps, c'était pas non plus un diplôme trop difficile. C'est difficile, c'est un emploi du temps vachement chargé. Tu l'as vécu, même si tu as été, tu me disais, 1 an et demi. Ouais. Mais
voilà, c'est quand même chargé, quoi, hein. Quand t'es pas en cours, tu es sur le terrain. Quand t'es... et donc, du coup, le soir, faut bosser, il faut s'organiser. Tu progresses vachement aussi, hein, je trouve, par rapport à ça, dans ta gestion de ton emploi du temps, à être beaucoup plus efficace en règle générale. Et en fait, ouais, ça m'a bien correspondu. C'était des classes intéressantes, mais tu fais ce que tu veux, hein, quand tu pars aux États-Unis. Je me souviens d'un teammate, un coéquipier allemand, qui faisait mechanical engineering. Donc là, en école d'ingénierie, je peux te dire en école d'ingénieur, il avait un peu plus de boulot que moi. Ça lui est arrivé de louper quelques entraînements pour l'école. Moi, à refaire, j'avais choisi comme toi parce que je connaissais rien au diplôme et tout. Et j'aurais pris management du sport. C'est ce que j'ai fait en rentrant en France et je trouvais ça plus intéressant, plus fun, entre guillemets. C'est quoi, du coup, la bonne méthode quand tu arrives aux US pour voir toutes les options et être sûr de choisir la bonne d'un point de vue académique? Alors, ce qui est vachement bien aux États-Unis, c'est important qu'on parle de ça, c'est que donc les études sont en 4 ans. C'est un bachelor, mais le bachelor, c'est l'équivalent d'une licence chez nous, hein, qu'on fait nous en 3 ans. Ouais. La raison pour laquelle là-bas tu l'as fait en 4, c'est que la première année, c'est un tronc commun. Je traduis ça comme ça. C'est des classes donc générales que tu vas prendre. Donc que tu fasses finalement des études d'ingénieur ou de business ou de management du sport comme tu as fait, la première année, tu vas avoir une classe d'histoire géo, une classe de maths, une classe d'art, apprendre peut-être théâtre ou musique. Voilà, vraiment classique. Après, si tu sais déjà ce que tu veux faire, tu peux déjà t'orienter et on va dire gagner un petit peu de temps et prendre des classes qui vont compter pour ton tronc commun et aussi pour ta spécialisation qui démarre à partir de la deuxième année pour 3 ans. Mais si tu sais pas du tout, tu peux carrément t'inscrire. Chaque année, j'ai quelques joueurs et joueuses que j'inscris en ce qu'on appelle Undecided Major. Major, M-A-J-O-R, major, c'est la filière d'études. Undecided, non décidé. Et donc, c'est pour ça que c'est vachement souple et que du coup, ta première année, tu peux goûter un peu, je sais pas si le terme est bien choisi, mais à plusieurs matières pour voir un peu ce que tu veux faire. Et c'est ce qui m'est arrivé. Moi, quand je suis parti, j'ai, comme toi, je savais pas trop quoi faire. Business, sport, tout ça, ça m'intéressait. Donc je me disais business et en même temps je me disais STAPS. C'est quoi l'équivalent de STAPS là-bas? Ça s'appelle Exercise Science. Donc la première année, j'ai mon advisor. Advisor, c'est je pourrais traduire ça comme un CPE/conseiller d'orientation. Et en fait, c'était une dame qui s'occupait que des athlètes. Donc ça, c'est encore quelque chose d'important parce qu'on peut avoir l'impression quand on part aux US que c'est tennis, tennis. Bien sûr, c'est tennis, c'est important, le coach il veut que tu gagnes des matchs. Mais en même temps, le système est fait de telle façon que si tu as des mauvaises notes, à la fin du semestre ou à la fin de l'année, ta place elle peut sauter. Tu peux devenir inéligible, tu n'as donc plus le droit de représenter ta fac en match universitaire, du coup tu sautes. Donc je pense que c'est ce qui fait que les universités mettent en place un système scolaire vraiment solide pour s'assurer que les athlètes réussissent à l'école, aient leur diplôme. Moi, je l'ai vécu comme une pression positive, honnêtement, de savoir que ça s'arrêtait quoi si je déconnais et que je passais pas mes classes. Et c'est ce qui m'a permis, je pense, d'avoir le diplôme au bout du compte. Mais donc, pour revenir sur cet advisor qui est vraiment spécifique pour les athlètes, et moi, elle m'avait proposé de prendre une classe. Je crois que c'était un truc en bioméca, un peu biologie, donc on va dire côté STAPS. C'était une classe d'intro qui comptait pour mon tronc commun comme une classe d'histoire géo en gros, et une classe d'intro en business. Et j'ai tellement accroché sur la classe de business que j'ai même pas attendu la fin de la première année où là il faut vraiment se décider sur ta filière. Courant du premier semestre, je lui ai dit je pars en business. Il y a une idée reçue qui est que le coaching là-bas, il est un peu moins bon qu'en France, moins pointilleux, moins précis, technique, tout ça. Euh, Ça en est où selon toi? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Parce que là, on a reçu plusieurs personnes qui parlent du college tennis et parfois on a l'image du gros bourrin américain qui a zéro technique. Toi, tu vois comment cette évolution pour les jeunes qui aimeraient partir éventuellement avec toi, quoi? Ça dépend vraiment où tu pars, tu vois. Et c'est un peu le problème quand on a des retours négatifs. Mais c'est normal qu'il y ait des retours négatifs. Il y a tellement d'universités. Il y a 5 divisions, il y a 300 facs par division. À l'intérieur de chaque division, je peux te la couper en 3 ou 4 en termes de niveau. Donc évidemment qu'il n'y a pas des super coachs. Et alors, ce qui est un petit peu difficile, c'est que je pense, c'est peut-être un peu chauvin de dire ça, mais on est dans un pays en France où on a certainement les meilleurs coachs au monde, ou certains des meilleurs. On est vraiment très bon, je pense. Donc c'est vrai que des fois le décalage peut être un peu choquant, mais on a aussi des coachs pas bons en France. Donc si tu veux des retours négatifs dans n'importe quel pays, tu peux en avoir par rapport au coaching. Après, la grosse différence, c'est que par rapport à la France, c'est qu'un joueur français qui s'entraîne ici, il paye son coach. Ok. Euh, et et quelque part, il va avoir des cours particuliers, il va bosser sa technique. Il a aussi 15 ou 16 ans. C'est le moment où tu bosses encore des trucs techniques.
Tu arrives aux États-Unis, la dynamique est complètement différente. Tu n'as pas un coach pour un joueur ou pour deux joueurs, tu as un head coach avec un assistant coach pour un groupe de 10 joueurs. Tu as 19-20 ans, tu as été recruté, tu es payé par la fac, quelque part, avec la bourse. Pour jouer, pour gagner, tu es payé parce que tu as atteint un bon niveau de jeu. Même si, fort heureusement, il existe des coachs qui vont t'aider techniquement si tu as des problèmes, et ils sont quand même là pour te coacher, on est d'accord. Mais quelque part, ils sont aussi là pour... t'as 20 ans, quoi. C'est plus l'heure d'apprendre à faire un revers. C'est l'heure de progresser, d'être affûté physiquement, mentalement et d'aller gagner les matchs le week-end. Donc, c'est pour ça que l'approche est différente. Des fois, le choc, il peut être un peu difficile parce que vraiment, on passe de deux écoles différentes. Mais après, ça dépend où tu vas. C'est aussi là que le rôle d'un agent comme moi est vachement important parce que j'envoie pas des joueurs et joueuses dans des universités où je connais pas le coach. Parce que les coachs, ils peuvent tous te raconter la même chose. C'est tous les meilleurs du monde. C'est les Américains. Ils n'ont pas de mal à dire ça. Ils n'ont pas trop de problème avec l'humilité. Je charrie pour les Américains qui parlent français et qui vont comprendre ce que je dis. Mais honnêtement, il y a des super coachs et donc moi je focus sur le fait d'envoyer mes joueurs et joueuses dans des universités où je connais les coachs, où je sais qu'ils travaillent bien, où je sais que ça va être aussi des bonnes personnes qui vont s'occuper des jeunes parce que c'est pas que le tennis aussi, quelque part ton coach ça devient ton référent. Pour rester focus sur le côté tennis, ça dépend où tu es. Moi j'ai plein de joueurs qui sont dans des universités avec des super coachs où ils progressent, où ils bossent techniquement, mais ce sera intéressant d'en parler lors du deuxième épisode avec les quelques joueurs et joueuses qui vont nous rejoindre, les anciens puisqu'ils ont terminé, ils pourront en parler, mais c'est sûr que c'est quand même différent, mais il y a moyen de progresser et d'en tirer du bon parce que dans l'école américaine il y a du bon, il y a des choses qu'on n'a pas ici. Voilà, on a peut-être une sensibilité, je pense, technique un peu plus pointue, mais ils ont un focus sur le mental et le physique beaucoup plus pointu. Donc je pense que c'est un peu comme tout, hein, il y a du bon partout, le meilleur est peut-être un peu entre les deux, quoi. Et en 10 ans de placement, plus de 300 personnes envoyées. Est-ce que tu as arrêté d'envoyer des jeunes dans certaines facs parce que le coach était une énorme truffe, quoi? Ça m'est arrivé, ouais. Fort heureusement pas souvent. Pas forcément énorme truffe, mais c'était l'expression. Non, mais c'était, comment on dirait ça en anglais? A big truffle. Euh, euh, What a truffle. What a truffle. Non, non, mais c'est vrai qu'il y a parfois des coachs où finalement tu te rends compte que ouais, après il y a des fois où ça peut se passer moyennement parce que c'est les affinités, hein, entre êtres humains avec le joueur, la joueuse et son coach, ça peut ne pas passer et ça va très bien passer avec un autre. Mais il y a effectivement des fois, quand tu le sais, quand tu as des infos, c'est aussi pour ça que je reste vraiment aussi proche que possible des coachs et de ce qui se passe et j'aime beaucoup avoir les feedbacks de mes joueurs et joueuses pour justement être sûr que les placements sont réussis. Voilà. Ça fait plusieurs fois là qu'on fait du contenu sur le placement universitaire. Qu'est-ce qui, toi, te rend unique dans ton service et ta manière d'accompagner un jeune qui aimerait faire appel à tes services? Ou une jeune d'ailleurs. Ouais, il y a les deux. Écoute, je pense que la première chose, c'est que j'ai vraiment vécu l'expérience collège tennis des deux côtés de la barrière. J'ai été joueur pendant 4 ans, j'ai été assistant coach aussi. Et ça paraît rien, et j'ai pas non plus été assistant coach pendant 10 ans, hein, mais le fait d'avoir été de l'autre côté m'a vraiment permis de voir ce que les coachs recherchaient, ce qui aussi les éloignait en termes de recrutement. Et du coup, je pense que par rapport à ça, et aussi par rapport aux bourses, parce que c'est quand même important de savoir à peu près quand même ce qu'on est censé offrir à ton joueur ou à ta joueuse par rapport à son profil, tennistique en premier, mais aussi académique, scolaire. Donc je pense que ça, c'est ce qui rend quand même, ce qui nous rend peut-être un petit peu unique. Après, il y a aussi le fait qu'on soit une structure à taille humaine, c'est un travail très individualisé. On n'est pas une usine à joueurs. On essaie de faire un travail, je te dis, super pointu dans le sens où et je demande à chaque fois aux jeunes, hein, avant qu'ils signent éventuellement avec moi, de me dire honnêtement, est-ce qu'ils y vont pour faire la fête? Est-ce qu'ils y vont pour progresser au tennis? Est-ce qu'ils y vont pour faire des super études? Parce que faire la fête, c'est pas un problème. Et tu vois, ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps, et je me souviens d'un jeune qui était bon, hein, il était à Négat, mais il m'a pas dit qu'il voulait seulement faire la fête. Et il est tombé avec un coach qui, lui, était très sérieux et voulait vraiment gagner avec son équipe. Donc du coup, ça l'a pas fait forcément. Et au bout de 2 semaines, ça a pas mis longtemps, hein, il y a eu clash, quoi. Alors après, c'est aussi là que mon boulot est important et que je suis là pour rattraper le truc et lui trouver une porte de sortie. On peut transférer, et c'est ce qu'on a fait, etc. Mais
ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, si dès le début tu le sais, bon bah tu peux envoyer le joueur ou la joueuse dans une université où c'est un peu plus cool. Tu sais que le coach il est un peu moins à fond, tennistiquement parlant. Et voilà, donc ça c'est hyper important. Et je dirais aussi que et ça c'est peut-être c'est des belles paroles, mais je le pense vraiment. Je mets autant de cœur à l'ouvrage, d'efforts, et je retire autant de fierté, si ce n'est plus, à placer un joueur ou une joueuse à 4-6 par exemple, qu'un joueur ou une joueuse à -15. Et vraiment, parce que déjà, c'est pas le même travail du tout, hein. Quand tu as un joueur ou une joueuse à -15, il y a beaucoup de coachs qui sont déjà dessus. Donc, tu es là, peut-être ton joueur et ta joueuse à faire le tri, à peut-être négocier une bourse plus, avec même de l'argent maintenant, puisque les meilleurs peuvent être payés. Mais. Mais c'est vrai que quand tu as une joueuse qui est en début de seconde série, c'est pas évident de trouver quelque chose si tu lui trouves un bon petit spot avec une bourse correcte et où elle va pouvoir finalement vivre cette aventure, pas dans la même université qu'une fille à -4, mais quand même d'aller en cours tous les matins, de s'entraîner tous les après-midi, de jouer des matchs universitaires pour sa fac, de sortir à la fin des 4 ans avec un diplôme qui sera d'ailleurs tout aussi bien, voire peut-être meilleur, parce que on parle de niveau tennistique, sportif là, mais dans des divisions inférieures sportivement, donc tu as des super écoles académiquement. Donc tu vois, et là c'est vrai que je trouve ça super quand on arrive à faire ça. Il y a un sentiment de réussite qui est vraiment cool. T'as des jeunes qui ont l'honnêteté de te dire moi j'ai envie de faire la teuf. Pas trop. Mais ça sent des fois. Ils ont l'œil qui brille comme toi, tu vois. Ah mais moi j'avais tellement envie de transférer dans une autre université plus grande, parce que Troy c'était 10 000 étudiants, donc c'était un peu la famille quoi. Ouais. Ah, j'avais envie de vivre l'expérience américaine, mais bon au final c'est pas fait, mais c'est pas grave. On va essayer de parler à deux catégories de personnes que tu pourras accompagner, on va dire entre 15, let's say, Ouais. et 2-6. Ouais. Qu'est-ce que tu recommandes à ces classements-là, tant au niveau universitaire que budget, que tennis, que voilà, un coaching pour partir avec toi, Ouais. et ensuite une autre catégorie de 2-6 à -15, on va dire, parce que c'est deux classes différentes, et puis la troisième catégorie, ce sera les fêtards. Je m'identifierai plus. C'est trop tard. Merde. T'as pas encore beaucoup de cheveux blancs, mais à moins que tu puisses faire un nouveau passeport, ça va être un peu tard. Écoute, sur la première partie, sur les joueurs et joueuses, on va dire en début de seconde série, bon, déjà, ça va être vachement important d'avoir des bons résultats scolaires. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, même si la priorité d'un coach, c'est de recruter une bonne joueuse de tennis ou un bon joueur pour son équipe, il ne veut pas d'histoire au niveau éligibilité, donc au niveau des cours. Il ne veut pas que sa joueuse, au bout d'un an, elle ait de telles mauvaises notes qu'elle ne peut plus jouer pour l'équipe. Du coup, il faut qu'il la remplace, qu'il recrute encore. Donc ça, c'est un truc important et qui, honnêtement, à classement égal, peut te faire passer sur le haut de la pile, tu vois, si tu as un meilleur dossier scolaire. Donc ça, c'est important. Donc qui plus est, si ton classement de tennis n'est pas très très élevé, on va dire, voilà, le scolaire, très important. Et après, Donc, le scolaire, une moyenne des notes du lycée, Ouais. plus le Duolingo et compagnie, bien sûr. tout mélangé, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Le Duolingo, je conseille même dans ces cas-là à justement passer le SAT, qui est lui un test de maths et d'anglais qui est plus obligatoire dans la plupart des cas, mais qui va renforcer ton dossier finalement, si tu l'as et que tu as une bonne note, qui peut aussi d'ailleurs, cela dit en passant, te permettre d'avoir une petite bourse académique, en plus de la bourse athlétique. Les bourses académiques sont jamais aussi importantes que les bourses sportives, mais bon, si c'est quelques milliers de dollars, ça se prend, quoi, tu vois. Ça peut aller de combien? Moi, je crois que j'avais eu 2 000 $, c'était quand même bon à prendre, hein. C'est ça, exactement. Alors après, ça peut être plus haut, hein. Ça peut monter presque jusqu'à 10 dans certaines facs, mais après, l'idée c'est ça, c'est qu'en gros ça va venir en complément. On va parler peut-être de 10 000 $ ou plus, hein, bien sûr, de bourses athlétiques, et peut-être 1000, 2000, allez 3 000 $ en académique. On va dire peut-être que tu peux choper 10 ou 20% de ta bourse, elle peut être académique si tu as des bonnes notes. Donc ça se prend. Je crois que j'avais dû avoir 800 $. Je vais pas, je vais pas mentir, ça me revient. Bon, bref, ok, donc à classement inférieur, mettre le paquet sur le niveau académique. Et d'un point de vue, toi, tu disais que tu avais fait une année en plus pour aller chercher les matchs et 2 classements de mieux. Tu dirais qu'entre 15 et 3-6, c'est quoi le plan pour partir dans de bonnes conditions, quoi? Bah, ça c'est complètement. Alors, comme tu dis, comme je l'ai vécu, je suis vraiment le premier à le conseiller à mes joueurs et joueuses, et parce que ça vaut vraiment le coup. Des fois, de décaler le départ.
de décaler le départ. En plus, on n'est pas obligé de décaler le départ tout de suite d'un an. On peut se dire, je passe mon bac en mai, juin, j'ai mes résultats en juillet, je joue tout l'été à fond, début de l'automne, et j'essaie de partir en janvier. Il y a 2 rentrées possibles, on peut rentrer dès le mois de janvier. C'est sûr que je suis un peu obligé de conseiller de partir en août, puisque tu arrives pour la pré-saison, donc tu as un semestre d'acclimatation, c'est un peu plus souple, mais de partir en janvier c'est possible. Moi je l'ai fait d'ailleurs, et j'envoie plein de joueurs chaque année en janvier et ça se passe bien. Maintenant, donc tu peux décaler dans un premier temps comme ça de 6 mois, et puis après moi on fait des points régulièrement avec mes joueurs et joueuses, et quand j'ai des profils comme ça qui essaient vraiment de monter un maximum avant de partir, si à un moment on se rend compte qu'on n'est pas encore au niveau escompté, ou qu'il y a une blessure qui nous a un peu ralenti ou quoi ou qu'est-ce, on redécale de 6 mois, et puis finalement on part peut-être 1 an après le bac. Mais finalement c'est quoi 1 an dans l'échelle d'une vie, quand tu sais la différence que ça peut apporter d'aller gratter 1 ou 2 classements en termes d'université que tu vas avoir. Tu vas certainement avoir une meilleure université avec potentiellement une meilleure bourse pour les 4 prochaines années. C'est quand même une période très importante de ta vie, donc ça vaut le coup, quoi. Donc ouais, je suis le premier à conseiller aux jeunes qui sont un petit peu en dessous en classement à 17-18 ans de prendre 6 mois voire 1 an de pause avant de partir. Après, en fonction des divisions, ça peut poser un peu problème, notamment pour la division 1, où faut pas partir plus que 6 mois après le bac, sinon ça devient compliqué. Mais bon, là tu me parles de jeunes en début de seconde série qui n'ont pas du coup accès aux toutes meilleures divisions, en tout cas pas à la D1, donc ça ne les concerne pas. Ils peuvent complètement prendre 1 an de pause, tennis à fond, et partir ensuite dans la foulée, c'est complètement possible. Et D2, c'est quoi le délai pour partir après le bac? Alors, la D2, c'est 1 an. La D1, il faut partir juste après le bac, donc en fin août, début septembre, ou bien 6 mois après, donc c'est le mois de janvier. La D2 t'autorise à partir jusqu'à 1 an après, donc le mois d'août d'après. Et D3? D3, c'est pareil que la D2. La NAIA, c'est pareil. La Junior College, tu peux même partir à 22 ans, quoi. À 34, t'as envie de repartir? Est-ce que la D3 c'est une voie de garage, ou il y a des très bonnes D3? La D3, c'est vachement marrant. Alors, la D3, j'ai envoyé, je crois, mon premier joueur en D3 il y a 1 an et demi. Donc en quasiment 10 ans, j'ai envoyé personne là-bas, parce qu'en fait, c'est la seule division qui propose pas de bourse sportive. Donc dans le fond, c'est un peu compliqué, quoi. C'est cher, et donc du coup, et comme les bourses académiques, ils en proposent, mais c'est pas forcément énorme, ça coûte cher. Après, en D3, il y a quand même des exceptions, ça bouge un peu, parce qu'en fait, sous couvert, ils appellent ça toujours une bourse académique, mais les meilleurs en tennis donnent des très grosses bourses maintenant académiques. Donc finalement, c'est un peu comme s'ils donnaient des bourses athlétiques. Et il y a des très très bonnes universités. Tu vois, je pense par exemple à Carnegie Mellon, qui est une université mondialement connue. Carnegie Mellon, c'est un petit peu comme... c'est au niveau d'Harvard et compagnie, hein, c'est comme les Ivy League. C'est situé où? C'est situé, il me semble, dans l'Indiana, Carnegie Mellon, mais c'est à vérifier. J'ai jamais envoyé personne à Carnegie Mellon, je te rassure, parce que le dossier scolaire qu'il faut avoir, plus les moyens, c'est compliqué. Mais c'est un exemple comme ça d'une fac qui me vient à l'esprit, parce que c'est une super fac. Il se trouve qu'elle est en Détroit, mais celui ou celle qui a les moyens et qui veut un super diplôme, et qui a un niveau tennis peut-être pas top, il peut peut-être rentrer dans l'équipe de tennis là-bas, tu vois, et vivre l'aventure. Mais disons que ça concerne quand même pas grand monde, et c'est pour ça qu'en Détroit, j'ai pas envoyé grand monde, quoi. Et en dessous, comment ça s'appelle déjà? En dessous, tu as la NAIA. Et là, tu as des bourses sportives? Pareil. En fait, les 4 premières, la NCAA 1, donc qu'on appelle la D1, D2, D3, et la NAIA, c'est des divisions qui, d'un point de vue scolaire, sont les mêmes. C'est des universités, en 4 ans, tu fais un bachelor. Tu as des bourses, sauf dans la division 3. Okay. Ensuite, la dernière division, pas dernière en termes de 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y a pas de montée et de descente entre les divisions. Donc, il faut essayer de s'enlever un peu le truc, tu vois, la hiérarchie aux États-Unis. Du prestige un peu. Du prestige. Non, mais c'est vrai que si tu fais une moyenne du niveau des équipes, de n'importe quel sport, évidemment que les équipes de D1 sont plus fortes que celles de D2, de D3, donc il y a quand même une hiérarchie. Mais moi, quand j'envoie une joueuse, je m'en fous de la hiérarchie, parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle aille dans une bonne université. Vaut mieux qu'elle aille dans une D2 qui va être top 30 que dans une D1 qui est classée 287e. Tu vois. Donc au final, ce qui est important, c'est de partir dans une bonne fac. Tu sais que dans toutes les divisions, il y a des bonnes facs. La vraie différence scolairement, c'est dans l'équivalent de la 5e, qui est la Junior College, on l'appelle la NJCAA, on appelle ça la Junior College, JUCO. C'est des études en 2 ans.
J'appelle ça le BTS américain pour qu'on comprenne. À la fin des 2 ans, tu as un diplôme qui s'appelle l'Associate Degree et qui te permet ensuite de basculer en NCAA ou en NAIA dans une des autres divisions, de rentrer directement en 3e année et du coup de faire 2+2, 2 années en junior college, puis 2 années en université et d'avoir un bachelor au bout du compte. Un peu comme celui en France qui ferait 2 ans de BTS et après 1 an de fac pour avoir une licence. Junior college, tu peux avoir une bourse ou pas? Junior college, tu peux avoir une bourse. L'avantage de la junior college aussi, c'est que c'est des universités, des colleges en l'occurrence, qui sont quand même beaucoup moins chers. Donc il y a des bourses et c'est quasiment moitié prix en moyenne. Donc du coup, ça peut aussi être un plan pour des gens qui sont un peu limités en termes de budget ou un joueur qui n'a pas encore un super niveau. Tu parlais tout à l'heure des joueurs en début de seconde série. Ça peut permettre de rentrer dans le système et de se faire voir pendant 2 ans. Et des exemples, j'en ai à l'appel. Tu sais que moi, quand j'ai démarré ce boulot, j'ai joué en D1, j'ai coaché en D1, je connaissais la D1, un peu la D2, quelques potes qui avaient joué. Donc j'étais vachement orienté là-dessus. Et je me suis rendu compte en faisant ce boulot, parce que des fois j'ai eu des joueurs et joueuses qui ne pouvaient pas, pour des raisons scolaires, je disais tout à l'heure et tout, aller en D1, ils n'étaient pas éligibles, il a fallu passer par là. Et en fait tu te rends compte qu'il y a des méga équipes avec des super joueuses et super joueurs qui ont joué pro et qui du coup ne peuvent pas jouer en D1 à cause de règles d'éligibilité et tout, d'amateurisme. Du coup ils démarrent là-bas, tu te retrouves avec, et je me retrouve surtout à avoir eu beaucoup de joueurs et joueuses qui sont passés par là et qui ont terminé leurs 2 dernières années dans une bien meilleure université que ce qu'ils auraient eu là, dès le début, parce qu'ils ont progressé, mais surtout parce qu'ils ont joué aux States. Et en fait, quand tu joues aux States, les coachs américains, ils comprennent mieux ton niveau. Ils te voient jouer, tu joues là, et ils adorent aussi. Ils adorent recruter des jeunes qui ont déjà fait 2 ans en college, parce qu'ils savent que là, ils ont un joueur ou une joueuse un peu plus mature, qui parle forcément anglais, qui connaît le système, qui est là depuis 2 ans, et qui va tout de suite être capable d'avoir un impact positif dans leur équipe. Contrairement à un ou une freshman qui arrive, qui sort du lycée, qui va mettre un petit peu de temps à s'adapter. Voilà. Ça coûte combien une junior college? À 100 bourses, on va dire que la moyenne elle est à 15 000. Je te parlais des moyennes des universités qui sont entre 30 et 35 000 $, tout compris. Junior college, la moyenne elle doit être entre 15 et 20. Il y a une petite exception avec une partie de la junior college qui est en Californie. Donc là, c'est un peu comme une division un petit peu à part. C'est des super junior college, c'est des super conditions. Par contre, là-bas, il n'y a pas de bourse. Donc c'est un petit peu plus cher et il n'y a pas de bourse, contrairement au reste des États-Unis. Mais ouais, la moyenne, si on compte pas la Californie, les junior college de Californie, on est sur du 15 000 peut-être dollars l'année. Tu nous l'as bien vendu la junior college, là ça peut donner envie, ça peut être une bonne option, mais l'entraînement il est pas trop flingué dans cette division inférieure quoi. Bah non, encore une fois, ça dépend. C'est un peu comme partout. Je pense que si tu joues dans des équipes dans une équipe qui est pas très bien classée, ouais, tu n'auras peut-être pas le meilleur coach, tu n'auras peut-être pas les meilleurs entraînements. Bon, tu t'entraîneras quand même tous les jours, physiquement, tennistiquement, avec des joueurs et joueuses à bon niveau autour de toi. Donc tu régresseras pas, je pense. Mais après, si tu joues les premiers rôles, tu joues avec des super coachs, dans des super équipes. Moi, faut comprendre qu'il y a vraiment des joueurs et joueuses qui sont en junior college et qui ont un classement WTA ou ATP déjà, quoi, tu vois, qui jouent très bien. Donc en fait, en fonction d'où tu vas, mais ce raisonnement, il est valable dans toutes les divisions, quoi. En fonction de là où tu vas, l'équipe, le niveau peut être vachement différent d'une fac à l'autre, au sein d'une même division, et aussi le niveau du coach, le niveau des installations, de tout, quoi, tu vois. Alors 2 questions en une. La catégorie des 2-6 à négatif, qu'est-ce que tu leur conseilles? Et la deuxième partie de la question, c'est, tu me disais en off qu'en France, on a un avantage qui est aussi un inconvénient par ailleurs, mais c'est encore un autre débat, c'est le classement. Parce que les coachs américains peuvent vraiment se référer à notre classement pour projeter derrière une position dans l'équipe et une bourse, et bref. Le classement peut parfois inhiber quand on est jeune, mais nous rendre service quand on part aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous faire une réponse en 2 temps sur l'importance du classement du coup, et puis cette catégorie un peu plus haut du panier, d'un point de vue du classement, les négates, quoi. Écoute, le classement français, tu l'as dit, c'est un vrai avantage. Il faut le voir comme un avantage. Je suis d'accord avec toi, je l'ai vécu. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu, cette pression, ce truc. Tu joues un gars qui a 1 ou 2 classements de plus que toi, tu te prends la tête, tu te dis si je gagne, c'est un exploit, alors qu'en fait, il a 2 bras, 2 jambes comme toi. Tu arrives aux États-Unis, le mec, il a pas de classement en face, tu sais pas qui il est. Et en fait, tu as peut-être battu un mec qui en France serait -4, ou alors tu as peut-être l'impression d'avoir fait un match de fou et tu as juste battu un mec qui est peut-être 3-6, quoi, tu vois. Et donc, no offense sur les 3-6, non, mais tu vois
ce que je veux dire? Non, mais si tu es à 0 par exemple, tu vois? Et en tout cas, un joueur moins bien classé de toi. Donc en fait, ça c'est pas mal, parce que quand tu es aux États-Unis, tu te prends moins la tête avec ça, tu oublies ça finalement. Tu joues un joueur et tu essaies de le battre. Mais franchement, là où moi je me suis vraiment rendu compte à quel point le classement français était un avantage dingue, c'est quand j'ai commencé à envoyer des joueurs et joueuses d'autres pays. Alors là, que ce soit d'Inde, d'Argentine ou de Slovaquie, pour juste citer 3 pays, les coachs ils galèrent à comprendre les niveaux. Parce qu'en fait, à moins que ces joueurs et joueuses jouent à un bon classement ITF junior, donc un classement international junior, ils ont un classement national. Et c'est compliqué. Moi, je me souviens d'une de mes premières joueuses que j'avais rencontrée d'ailleurs lorsque je l'avais recrutée pour venir dans l'université en Louisiane où j'étais assistant coach. Elle était finalement pas partie. Je l'avais ensuite aidée à partir. Et cette joueuse slovaque, il me semble qu'elle était classée numéro 9 en Slovaquie. Classement 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la millième, quoi, tu vois. Et bon, la première, c'était Sibulkova, la deuxième, c'était Antukova. Tu te dis, 9, c'est fort, quoi. Mais en fait, alors, bon, j'avais joué avec et tout, etc. Je pense que je l'assimilais peut-être à 0 ou moins 2, tu vois. Mais c'est vachement difficile pour les coachs de savoir. Alors qu'en France, avec nos classements, c'est peut-être perfectible, c'est peut-être pas parfait, ça nous stresse peut-être un peu trop, ça nous bloque. Mais en attendant, pour les coachs américains, ça aide vachement. Du coup, ils savent qu'un joueur ou une joueuse qui est à 2-6, ils savent ce que ça veut dire. Et moi, quand j'ai des joueurs étrangers qui n'ont pas de classement justement international, souvent les coachs ils me demandent de les assimiler au classement français. Donc vraiment, tu peux être au fin fond du Kansas, les coachs ils vont te dire -2-6, 3-6, 4-6, ils savent, ils connaissent. Et donc ça, ouais, c'est un vrai avantage. Et du coup, faut s'en servir. Alors, faut pas se prendre non plus trop la tête sur les classements. Évidemment que plus vous allez monter, plus ça va aider à avoir une super fac et une bonne bourse. Mais en même temps, des fois, ça va jouer à la perf. Alors, je sais que l'un va avec l'autre. Si tu fais des bonnes perfs, ton classement va évoluer. Surtout maintenant que les classements évoluent potentiellement chaque mois. Mais dans le fond, le coach américain, il en a un peu rien à faire de savoir qu'au barème du classement français, il t'a manqué 42 points pour passer à 2-6. Si tu es à 3-6, mais que là, tu viens de battre 2 mecs à 2 et peut-être même 3-7 à 0, il va se dire, bon, bingo, le gars, il joue, quoi. Et il va se dire, avec mon coaching, avec moi sur la chaise qui va le coacher pendant les matchs, ce mec-là, je vais le faire jouer 0 en 6 mois. Le bon ricain. Le bon ricain, confiant, mais non, mais c'est la logique. Et ça m'est arrivé. Mais alors là, c'est un paquet de fois que ça m'est arrivé de parler avec des coachs qui hésitaient à faire une offre pour une joueuse, par exemple. Et ça s'est joué à... Évidemment, je leur donne des news tout le temps. Je les appelle, des WhatsApp, des mails, dès qu'il y a des résultats pour mes joueurs et joueuses, tu vois. Et il a suffi d'une victoire, une belle perf, pour que d'un coup, 3 coachs en 24 heures fassent des offres et s'arrachent la joueuse, quoi. Une perf. Son classement n'avait pas changé pour autant, tu vois. Donc, faut vraiment se dire que chaque tournoi qu'on fait, c'est l'opportunité de faire potentiellement la perf. C'est mieux si c'est les perfs, mais la perf qui va faire la différence, tu vois. Donc voilà, c'est une opportunité à chaque tournoi. Et avant de parler des négates, est-ce que les offres que font les coachs sur les bourses, c'est comme un appart? Le mec, il va te faire une offre un peu inférieure et après tu rentres dans une négo. Ça marche comment? Ça dépend un peu des coachs. C'est vrai que normalement, je pense, il faudrait en parler aussi avec d'autres agents pour voir un peu comment ils vivent le truc. Moi, j'ai quand même le sentiment que quand il y a un agent, le coach, il va pas te faire une offre complètement au rabais. Tu vois, j'ai déjà eu des joueurs et joueuses qui ont essayé de partir tout seuls, notamment des joueurs et joueuses anglophones qui du coup avaient déjà pas la barrière de la langue, etc. Et qui m'ont contacté parce qu'ils n'avaient pas de bonne offre. Et quand ils m'ont donné les offres qu'on leur avait fait, effectivement, les coachs, ils abusaient, quoi, tu vois. Parce qu'ils faisaient des offres vachement au rabais, mais parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient. Quand il y a un agent, ils savent qu'ils peuvent pas, parce que je sais qu'une joueuse à 2-6 doit avoir à peu près ça dans tel type de fac, tu vois. Après, tu essaies de négocier. Après, la négociation, c'est surtout, je trouve, une espèce de danse, de mécanique, où c'est quoi, je t'aime moi non plus, c'est t'essaies de montrer au coach que ta joueuse est intéressée, pour prendre l'exemple d'une joueuse, mais en même temps, faut pas non plus l'appeler tous les 3 jours, parce que sinon, le coach, il se dit, bon d'accord, il a que moi comme plan, du coup, je peux peut-être l'avoir pour moins cher, tu vois. Donc l'idée, c'est vraiment, et d'où l'importance de démarrer tôt, parce que plus on démarre tôt le processus de recrutement avec un jeune ou une jeune, plus on a d'options,
ok, c'est simple. Et donc, plus tu as d'options au bout du compte, moins tu es dans le stress et moins tu as besoin d'un coach et de dire putain, on a besoin d'une offre. Et du coup, c'est l'idéal. Si au bout du compte, quand tu es dans les dernières semaines, au moment où le joueur ou la joueuse va se décider, tu as 5 universités sur la table, c'est parfait. Parce que là, tu peux vraiment négocier et là, tu peux vraiment dire écoute, désolé, mais là, elle a déjà elle a 2 autres facs qui lui font une meilleure offre. Et là, tu peux faire monter un peu les enchères. C'est quoi le bon timing? Le bon timing pour démarrer, c'est entre 2 ans et 1 an à l'avance. Si on se base sur ce que les Américains font, c'est 2 ans à l'avance. C'est basé sur une règle NCAA, hein. Tout part des règles aux États-Unis, il y a beaucoup de règles qui autorisent les coachs à recruter les joueurs et les joueuses, donc à discuter avec eux, mais aussi avec leurs agents comme moi, coachs, parents, seulement lorsqu'ils rentrent en première. Pardon. Donc les Américains, Américaines, généralement démarrent le process comme ça 2 ans avant. 2 ans avant, c'est aussi un peu tôt. Faut pas non plus se dire que si on démarre 2 ans avant, on va tout de suite chercher une fac. Non, non. L'idée, c'est vraiment de démarrer. Donc, je dirais le timing parfait, c'est milieu de première. Tu es en milieu de première, 1 an et demi avant de partir. Tu démarres, on fait une belle vidéo, on balance un maximum de coachs pour qu'ils sachent que tu existes, quoi, tu vois, et que tu sois là. Et ensuite, on te donne du temps. Parce qu'évidemment, tu vas certainement avoir un meilleur niveau et un meilleur classement en milieu de terminale qu'en milieu de première. Donc on te donne le temps pour monter au classement. Et quand tu as vraiment des bons résultats, que ton classement commence à être intéressant, c'est comme ça que, de façon assez naturelle, en général, les coachs commencent à faire des offres. Et c'est aussi à ce moment-là que nous, on devient un peu plus agressif dans la recherche et surtout dans la recherche de bourse. Tu vois, donc un maximum de contacts tôt pour avoir plein d'options et ensuite ça se resserre, le temps passe et l'idéal c'est de signer avec une université peut-être 6 mois avant, je dirais. Après, si tu as des super offres 1 an avant et qu'elles te conviennent, t'y vas, tu vois. Mais moi, je suis dans ma façon de travailler, je suis quand même, je suis assez patient et je trouve que ça vaut le coup d'attendre un peu plus, parce que souvent ça veut dire que tu vas avoir un meilleur niveau ou que tu auras fait de meilleures perfs et ça va te permettre d'avoir une meilleure offre, tu vois. Et honnêtement, il y a quasiment pas de deadline, hein, tu sais. Il y a des joueurs et joueuses certaines années qui vont signer pour une rentrée en août, ils vont signer mi-mai, quoi, tu vois. C'est possible. Donc voilà. Alors juste, bon, on arrive au négat, hein, mais qu'on se projette bien, quelqu'un en seconde série, euh, en deuxième, troisième, quatrième, cinquième division, même s'il y a des divisions, il n'y a pas de, il y a pas de bourse, on peut prétendre à quel pourcentage de bourse en moyenne? Bah là, la moyenne sur quel niveau tu m'as dit? Bah, à partir de la deuxième division. Une deuxième division bien sentie, tu vois, à 3-6, 2-6, 4-6, comment ça marche? Ouais, ouais. Non, je vais te dire, je vais pas te faire de la langue de bois là-dessus, mais en fait, la difficulté pour répondre à cette question, c'est que ça dépend de ta position dans l'équipe. Je peux te prendre 2 joueurs, un joueur à -15, un joueur à 2,6. Je peux avoir une meilleure bourse pour le joueur à 2,6 que le joueur à -15. Alors, l'exemple, il est plus très vrai maintenant puisque les joueurs à -15 peuvent se faire payer en plus de la bourse. Donc, c'était vrai il y a quelques années. Je reprends un exemple du coup différent. Un joueur à 0 et un joueur à 4,6. Le joueur à 4,6 peut avoir une meilleure bourse que le joueur à 0. Comment? Parce qu'en fait, ça dépend de ta position dans l'équipe. Donc, si le joueur à 4,6 il est dans une équipe où il joue numéro 2, il va peut-être avoir une bourse à 80%. Par contre, si le gars à 0, il est dans une université où il est numéro 5 ou 6, il va peut-être avoir 35 ou 40%. Donc, du coup, il va payer plus. Ah, il est dans une meilleure équipe, peut-être aussi dans une bien meilleure université, certainement plus grosse, hein, etc. Mais au final, il va payer plus que le mec à 4,6. Donc c'est pour ça que tout part aussi du budget dans la discussion avec les joueurs et joueuses, leurs objectifs financiers aussi, ce qu'ils peuvent faire. Et en fonction de ça, on sait si on peut viser le fameux sweet spot dont je te parlais tout à l'heure et de démarrer à numéro 4 ou pas. Et on fait en fonction. C'est aussi ce qui rend mon travail vachement intéressant. Je te dis, il n'y a aucun profil qui est identique au précédent. Mais pour te répondre quand même, je dirais que quand on s'approche de 0, de 6, plutôt un 6, alors on va distinguer les deux, hein, garçons et femmes. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que chez les filles, en division 1, c'est pas automatique, mais dans la plupart des cas, tu es à 100% de bourse. Okay, quelle chance, parce qu'elles n'ont pas le football américain qui bouffe tout le budget de l'université. Oui, quelle chance pour elles, on va dire, si on focus seulement sur le tennis féminin, mais c'est une règle d'équité, hein, en réalité. Voilà, le fameux Title IX, comme il s'appelle, qui oblige les universités à donner le même nombre de bourses sportives aux hommes et aux femmes. Et comme tu disais, comme le foot US est le seul sport qui n'est pas mixte et qu'il y a une équipe de 120 joueurs avec 80 potentiellement qu'on bourse à 100%, et ben du coup,
Forcément, les sports, il y a des sports comme le volleyball ou le soccer, le football de chez nous, qui souvent sont que féminins dans les équipes, dans les universités. Et puis après, tu as le golf et le tennis. On est logé à peu près à la même enseigne en division 1. C'est 4 bourses et demie, peu importe la fac, hein, la plus grosse ou la plus petite de D1, elle est autorisée à donner 4 bourses et demie pour une équipe de mecs. Par contre, il y a 8 bourses complètes pour une équipe féminine. Donc effectivement, faut mettre de côté on va dire les joueuses à partir de 1,6-0 qui, elles, carrément peuvent prétendre en D1 du coup à 100% de bourse. Mais si on part sur l'AD1 chez les mecs et toutes les autres divisions hommes et femmes, où en gros c'est 4 bourses et demie par équipe, je dirais que ouais, si tu t'approches de 0, tu peux avoir un truc correct en payant moins de 10 000 $ par an, tout compris. Hébergement, nourriture, assurance, je te mets tout dedans. Ça coûtera moins cher qu'un IUT à Dijon. C'est ça, non mais c'est ça en fait. Et après, encore une fois, j'ai envoyé des jeunes qui ont payé moins de 5 000 à ces classements-là, mais j'en ai aussi envoyé certains qui ont payé plus de 10 000. Après, c'est aussi Plus de 30 000 même, j'imagine. plus de 30 000, c'est que tu n'as pas beaucoup de bourses. Voilà. Après, j'en ai eu, pas très souvent en France, mais ça m'est arrivé. Mais des gens qui avaient des moyens assez importants et qui voulaient vraiment un focus académique, quitte à ce que le jeune soit pas titulaire dans l'équipe. Ce que moi, je trouve dommage sur le papier, parce que je pense tennis et je me dis que même si tu as de gros moyens, c'est quand même bien d'avoir une bourse, parce que c'est quelque part une garantie, je mets des guillemets parce que c'est la méritocratie aux States, donc si tu t'entraînes mal ou que tu perds tes matchs, il n'y a pas de pédigré, tu sors de l'équipe, ou tu te retrouves sur le banc, quoi. Mais je trouve ça dommage, je me dis, d'avoir une bourse quelque part, ça montre que le coach il te veut, il a prévu quand même de te faire jouer dans les titulaires, et quand tu pars aux US, c'est quand même pour jouer, quoi, tu vois, pour vivre cette expérience. Donc je trouve ça mieux, mais après... c'est le projet de mes joueurs, c'est pas le mien, c'est pas moi qui décide, et je peux comprendre. Et donc je te dis, j'ai eu des cas de figure où le focus était vraiment académique. Être dans l'équipe de tennis, c'était secondaire, c'était cool, c'était un bonus, et que la bourse soit petite ou pas, c'était pas très important. Ce qu'il fallait, c'était rentrer dans telle ou telle école, et on le fait dans ces cas-là. Voilà. Golf ou tennis plus populaire? Aux États-Unis, Ouais. je me rends pas bien compte. Le golf, c'est vachement populaire aux US quand même. Mais attends, populaire, tu veux dire populaire en termes De fame en oui, université. tu parles de Parce ça, que les oui. joueurs de tennis, à moins que tu deviennes pote avec les joueurs de football américain ou de basket, Ouais. t'as pas forcément une cote de dingue. Tu penses que les golfeurs c'est encore en dessous Je te vois, tu as encore l'œil qui brille. La cote, je vois de quoi tu parles. Écoute, non, moi je trouve, je sais pas, mais toi tu devais trop bien parler anglais en fait. T'avais pas l'accent français qui t'aidait à avoir une petite cote, j'ai l'impression. C'est vrai. J'étais nul en anglais. En plus, j'étais timide à l'époque. C'était une autre vie. Non, J'étais tout inhibé là-bas. écoute, mais t'es pas resté assez longtemps. Je pense vraiment. Parce Je que, fais virer. non, ça- Qu'est-ce que j'avais fait? Ah non, sombre histoire, mais je l'ai raconté ailleurs. Allez chercher dans les podcasts, débrouillez-vous. non mais honnêtement, non, honnêtement, tu peux complètement partir. Tu peux partir aux US avec pour revenir sur les bourses, tu peux partir aux US avec une très bonne bourse à partir de 2,6, mais encore une fois, même à 4,6 ou à 3,6, on va aller dans une division inférieure, tu vas démarrer par là pour aussi avoir un deal qui ne te coûte pas trop cher. Et comme je disais tout à l'heure, après 2 ans là-bas, tu vas pouvoir grimper et te retrouver dans une université et avoir une super bourse que tu n'aurais pas eu au début, parce qu'à 18 ans ou à 19 ans, tu étais par exemple que 4,6. Mais 2 ans plus tard, ton profil, il est peut-être plus 4,6, il est peut-être comme un 1,6, tu vois. Donc ça, c'est important. Mais après, c'est aussi mon rôle. C'est-à-dire que des fois, je te donne un exemple. Là, récemment, j'avais pour une joueuse 3 universités finalistes. Et il y en a une qui coûtait un peu plus cher que les 2 autres. Il y en avait 2 qui étaient à peu près au même prix. C'était mon rôle de leur dire que pour le coup, ça valait le coup, je pense, de mettre un petit peu plus pour avoir un truc qui était un peu mieux, tu vois. Académiquement, on était sur une D2, mais après, ça m'est arrivé d'avoir l'inverse, tu vois. Parce que des fois, c'est pas le prix, ça veut pas dire que de mettre plus cher, ça vaut le coup. Des fois, t'as des facs qui s'enflamment sur les prix, des petites facs privées qui sont pas forcément incroyables, et où du coup, à pourcentage de bourse égal, tu vas payer beaucoup plus cher. Et en fait, ça vaut pas forcément le coup. C'est aussi mon rôle de le dire dans ces cas-là, tu vois. Comment t'as fait pour envoyer beaucoup d'étrangers? T'as un gros réseau à l'étranger. Question complémentaire. Est-ce que t'as déjà envoyé en Ivy League à Harvard, à Stanford ou dans des facs comme ça? Je peux commencer par Ivy League, non. J'ai eu l'opportunité 2 fois, et où le joueur 2 fois a choisi une autre fac, qui était bien aussi.
mais a choisi une autre fac tout simplement. Et alors juste pour envoyer là-bas, le mec était monstrueux au niveau universitaire et tennis, Ouais. ou que l'un que l'autre. Et en plus, gros budget, parce que ça coûte quand même un bras. Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est les Ivy Leagues, ça me fait un petit peu penser à la Division 3. En fait, ils ont ce qu'ils appellent des Merit-Based Scholarships et en fait, ils vont te faire des bourses un petit peu sur mesure en fonction de ce que tes parents gagnent, etc., des revenus de ta famille. Et donc, tu peux finalement quand même avoir pour les meilleurs joueurs des bourses sympas. Après, ce qui est vrai, c'est que malgré que ce soit Ivy League, il y a des super équipes de tennis quand même dans la plupart des Ivy League. Et donc là, par exemple, le dernier joueur en question, c'était un joueur indien qui était quand même en junior 52e mondial, qui a fait les grands chelems en junior et tout. Et donc voilà, c'est quand même ce type de joueur. Donc je dirais qu'il devait jouer forcément, ouais, peut-être moins 4, c'est dur à dire, hein, moins 15, bon, moins 4 on va dire forcément. Il faut un très bon niveau, donc il faut le SAT pour les Ivy League, un bon SAT, il faut des très bons résultats scolaires et puis aussi c'est tennistique. Ouais. Et comment tu as développé ce réseau à l'étranger? Écoute, moi tu sais, ça a démarré en fait dès le début parce que quand j'étais assistant coach, je te disais tout à l'heure, après avoir terminé à South Alabama, j'étais donc à l'université de Louisiana Monroe, j'étais assistant coach et souvent les assistants coach ont pour rôle de s'occuper du recrutement. Pas que, je faisais aussi du terrain, mais beaucoup. Et en fait, le coach m'a envoyé un été recruter un peu partout en Europe. Je me suis retrouvé en Scandinavie, en Europe de l'Est et tout. Et, ouais, et à aller voir des joueuses avec lesquelles on était en contact et qu'on voulait recruter pour que je les voie, je rencontre les parents, qu'on discute, que je tape un peu avec elles ou que je les vois jouer en match. Et en fait, à ce moment-là, je me suis retrouvé dans des clubs, notamment au fin fond de la Slovaquie, là, complètement à l'est du pays, je me souviens, où dans un club, j'allais voir une joueuse. Alors, elle venait avec une copine pour jouer avec, pour avoir une sparring, mais d'un coup, il y avait peut-être 10 joueuses avec leurs parents qui venaient me voir parce qu'en fait, elles avaient entendu parler qu'il y avait un coach américain. Alors, c'était un coach français avec un accent pourri, mais c'était un coach qui représentait une université américaine et du coup, ils avaient besoin d'aide, quoi. Ils voulaient et ça jouait bien et machin. Donc, c'est vrai que très tôt, après, c'est ça aussi, c'est ces expériences-là qui m'ont donné envie, avec aussi l'envie de revenir vivre en Europe, etc. C'est ça qui m'a vraiment donné l'idée, finalement, de monter cette boîte de placement universitaire. Et donc tout de suite, je me suis rendu compte finalement dès le début du potentiel dans d'autres pays. Et en fait, c'est un truc qu'on peut faire un peu partout. Après, le réseau social, je parle pas de Facebook, Instagram, là, le vrai réseau social, les gens que tu rencontres quand tu joues en universitaire, il est incroyable. Tu joues dans des équipes, déjà les universités sont très diverses avec des étudiants du monde entier. Le tennis est un sport hyper international. Moi, dans mon équipe, il y a une année, on était 8 nationalités différentes. Donc si tu veux, tu te fais des potes du monde entier et c'est comme ça que un pote en Argentine et un copain en Inde qui me présente à son coach une année quand j'étais au mariage de sa sœur, une expérience incroyable, mais où au final, je me dis, il me dit, je vais te présenter à mon coach, c'est le coach de la Fédé, etc. Je me rendais pas compte que le mec était si bon, mais à l'échelle, parce que moi, par exemple, à 0, mon pote, c'est pas le coach du CNE, tu vois, je le connais pas. Mais par contre, lui, il avait joué la Coupe Davis Junior pour son pays, en Inde. Et donc, effectivement, lui, il était ultra connecté à la Fédé. Donc, tu vois, c'est une histoire assez sympa comme ça, où il m'a présenté, je me suis retrouvé à être invité à des conférences pour parler du collège tennis, justement, en Inde. Et après, ça s'est développé, le bouche à oreille, etc. Et voilà, ça, c'est pour un pays, mais je te dis, j'ai envoyé des joueurs et joueuses de plus de 30 pays différents. Après, j'ai une vraie base qui est en France, c'est mon pays, je suis d'ici, de région parisienne, et c'est aussi très pratique puisque le classement français, je te disais tout à l'heure, est quand même vachement réputé. Donc c'est bien d'avoir des joueurs et joueuses françaises. Après, c'est bien d'avoir des étrangers qui parlent bien anglais des fois. Ça aide aussi. Du coup, Alex, on arrive à la fin de l'interview. Si on est négate et qu'on veut faire appel à tes services, c'est quoi le coaching que tu pourrais donner? Et si tu peux faire la jointure avec la nouvelle règle, je crois, où l'université peut même te payer maintenant pour jouer, Ouais. qui est un truc assez récent, Ouais, un mix du coaching pour cette élite du tennis et de nouvelles règles. ouais, c'est vrai, il y a cette nouvelle règle qui s'appelle la NIL, NIL, stands for Name, Image and Likeness. C'est une règle qui permet en fait aux universités de rémunérer les meilleurs athlètes. Alors sur des basketteurs ou des basketteuses d'ailleurs, hein, il y en a eu des superstars maintenant. Ça a vachement développé d'ailleurs le sport féminin, mais qui vont gagner des thunes, des sommes incroyables, hein, des centaines de milliers de dollars en plus des bourses, ouais, des trucs de fou. Des contrats publicitaires ou Ouais. vraiment l'université qui paye? L'université qui paye. En fait, si tu veux, c'est un truc qui existait même quand on était en université.
l'université, il y a ce push depuis longtemps des sports principaux des athlètes qui disent on rapporte tellement d'argent aux facs qu'on mérite plus que la bourse. Au tennis, on ne peut pas dire ça. On n'est pas un sport qui rapporte de l'argent, on est un sport qui en coûte. On bénéficie des sports principaux qui ramènent de l'argent. Mais du coup, cette règle est passée, ça bénéficie à tous les sports, et donc à des degrés moindres, mais les meilleures équipes, les plus grosses facs avec les plus gros budgets, ont la capacité de payer. Alors là, récemment, j'ai une joueuse qui a signé dans une université en Division 1 et qui, en plus de sa bourse à 100%, va toucher un chèque de 4 000 $ chaque année. Voilà, en plus. Ça peut aller de combien à combien, tu dirais, en fonction du classement? Ça peut monter. J'ai pas encore eu le cas personnellement, mais j'ai entendu parler d'un cas à 30 000. Donc non, il y a des trucs vraiment où ça peut vraiment te payer des saisons pour après, c'est pour ceux qui veulent jouer pro derrière et tout. Donc ça devient... Bon, c'est quelque chose qui n'est pas hyper équitable malheureusement je trouve, parce que finalement les plus petites D1 n'ont pas la capacité de s'aligner, et donc du coup en termes de recrutement, il y a une époque où même une petite D1 arrivait à avoir un numéro 1 ou numéro 2 très bon, qui avait besoin d'une grosse bourse et qui du coup allait là, plutôt que d'aller dans une grosse fac où il allait jouer 4 ou 5. Mais aujourd'hui je pense que l'écart va se creuser avec ça, mais bon. En tout cas, l'avantage pour les joueurs et joueuses qui sont à Négat, c'est qu'il y a cette possibilité. Faut pas non plus penser qu'à l'argent, c'est le conseil que je donnerais, parce que faut aller, encore une fois, surtout quand on est à ces classements-là, souvent on a quand même envie de continuer à jouer au tennis derrière, peut-être d'essayer de jouer sur le circuit après l'université, le circuit pro. Et donc du coup, l'important quand même, c'est d'avoir le bon coach, la bonne équipe. Après, avoir un peu plus d'argent en plus d'une bourse exceptionnelle, c'est un bonus. Mais bon, d'avoir une bourse à 100%, c'est déjà génial, quoi. Tu m'as donné une stat incroyable, c'est 47% du top 100 du double masculin vient de college tennis, d'université américaine. Ouais. C'est ça, hein? Ouais, aujourd'hui, récemment, là, je regardais les classements, on était un peu plus de 40 joueurs dans le top 100 du double ATP qui sortent d'université, 15 en simple. Les meilleurs, c'est Ben Shelton. Il y a encore pas très longtemps, on avait des John Isner, Kevin Anderson qui étaient top 10, qui sortaient aussi des facs. Mais chez les femmes, il y en a un peu moins. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait 5 joueuses quand même dans le top 100 en simple WTA qui sortent de fac américaine, et une quinzaine en double. Donc ouais, c'est une vraie possibilité, c'est un vrai tremplin. Après, je suis absolument pas celui qui va dire faut partir aux US pour devenir pro. Non, mais ça peut être une option. Et ce que je dirais vraiment aux joueurs et joueuses qui sont à Négat, c'est que il faut bien comprendre que les universités auxquelles vous allez avoir accès sont à votre niveau, et même parfois plus fortes. Il y a des joueurs et joueuses qui jouent déjà top 400, top 300 ATP, WTA dans les meilleures équipes. Et on le voit parce que quand ils terminent l'université, en 5 ou 6 tournois un été, ils sont top 500, quoi. Ça va très vite. Donc en fait, il y a de tout, mais il y a de tout. Il y a des universités avec des niveaux pour des joueurs et joueuses à 3-6 ou 4-6. Il y en a aussi pour des numérotés même. Voilà. Bon, maintenant qu'on a fait appel à tes services, qu'on a passé 4 ans de ouf, que notre vie a basculé, quel type de débouché après l'Univ on peut prétendre en termes de job? Écoute, c'est vraiment ce que j'adore avec cette expérience américaine, c'est que all options open. Il y a un nombre de débouchés incroyable. Là, on parlait des pros. Je pense à Tiffany, par exemple, le maître, une joueuse française que j'ai envoyée aux États-Unis il y a quelques années, qui joue maintenant sur le circuit, qui est 450 mondial aujourd'hui en simple. Je pense aussi à un joueur, Lucas Gonzalez, qui a joué comme moi à South Alabama, qui était à Roland-Garros et puis sur tous les grands chelems de toute façon maintenant pour son boulot, parce qu'il est, je crois qu'il est responsable, il est marketing manager pour Wilson pour toute la zone Amérique, donc États-Unis mais aussi Amérique du Sud. Donc il gère les contrats des joueurs, etc., mais aussi de certaines académies et même universités. Il gère les contrats Wilson avec la NCAA, hein, ils sont avec les petites pelotas. C'est énorme, c'est les balles logotées des universités que tu avais récupérées à l'époque. Ouais, la plus belle est là, hein, c'est les South Alabama Jaguars évidemment. Mais, et donc ouais, non, t'as vraiment un truc à faire quand tu sors des États-Unis. Il y a plein de choses possibles. Donc pro, je pense donc à Lucas qui a un super boulot dans le sport chez Wilson. Je pense à un autre gars, Mathieu, qu'on aura avec nous dans le prochain épisode d'ailleurs, qui est rentré en master à HEC. J'ai aussi des joueurs et joueuses qui sont restés aux États-Unis pour faire un master, parfois payé. Il y a des options aussi pour choper des bourses après en master. D'autres qui ont des boulots partout dans le monde. Donc c'est ça qui est cool, c'est
que tu fais cette expérience pendant 4 ans et après tout est open. Si tu es fort au tennis et que tu as envie de jouer, tu peux jouer et tu vas jouer pro. Si tu veux faire autre chose, tu vas faire autre chose. Mais tu n'as pas été obligé, contrairement à, je pense, la France et beaucoup de pays dans le monde, la plupart, tu n'es pas obligé de choisir l'un ou l'autre. Tu peux continuer à fond les deux, t'amuser pendant 4 ans sur les deux et après trouver ta voie. Il y en a beaucoup qui sont restés vivre aux US, mariés, le chien, la photo de famille avec les deux petites filles peignées au cordeau ou pas? C'est très drôle que tu parles de ça, parce que je me sens, là, quand tu parles du chien et tout, du mariage et même du bébé qui arrive, je peux pas m'empêcher de penser à un copain qui a joué là, à Kentucky, Anthony Rossi, coach à VCU, head coach à VCU en D1, super programme, ils sont top 40 maintenant avec lui. Si tu vas sur son Instagram, il y a la belle maison, le drapeau américain planté devant, le chien, la femme et le bébé qui va bientôt arriver. Donc ouais, non, il y en a, tu vois, il y a Anto, mais il y en a plein. Mais il y en a plein qui rentrent aussi, mais c'est marrant de voir ça parce que tu vois qu'il y en a qui vraiment qui adorent la culture américaine et qui sont à fond dedans, et il y en a qui aiment en université, tu vois, il y en a qui n'aiment pas peut-être aussi, mais il y en a qui aiment cette parenthèse, mais qui par contre se sentent très français ou très européens et qui ont ce besoin de revenir là et de voir une vieille église au milieu d'un village, quoi, tu vois, même s'ils ne rentrent pas dedans, mais de sentir un peu, parce que les États-Unis, c'est vraiment très très différent, mais c'est... Moi, personnellement, je pense que pour cette parenthèse-là, à cet âge-là, entre 18 et 22-23 ans, de vivre ça, surtout quand on est féru de sport comme nous et qu'on joue à un niveau correct, c'est quand même vraiment, vraiment incroyable. Exceptionnel. Je crois que pour terminer, tu as 3 petites anecdotes mignonnes à nous raconter, à nous relayer. Ouais, bah, c'est les anecdotes recrutement. C'est vrai que, tu sais, de faire ce boulot, c'est vachement sympa parce que tu rencontres des gens un peu partout et tu te retrouves des fois dans des pays où tu penses pas que tu irais un jour, comme le Turkménistan. Je me retrouve au Turkménistan une année. Comment t'as atterri là-bas? Écoute, je connaissais un gars, un ancien joueur, coach, qui est en fait président du comité national olympique du Turkménistan et qui m'a invité à une conférence qui était organisée par le ministère du sport et de l'éducation turkmène. Et je me retrouve là-bas et donc j'y vais pour parler du collège tennis, justement, de cette opportunité. Et je me retrouve là-bas à parler, à faire un speech devant une assemblée je ne sais pas combien de centaines de personnes. C'était assez spécial, qui applaudissaient tous comme ça. Et je ne sais pas s'ils comprenaient tout ce que je disais en anglais, mais en tout cas, c'était une expérience assez folle. Et puis le soir, je me retrouve à manger avec le président de la fédé de tennis du Turkménistan et Mikhail Yuzny, ancien top 10, qui était là, je crois, pour promouvoir son académie en Russie. Donc ouais, des trucs comme ça, recrutement, j'ai fait pas mal d'ITF. Je me suis retrouvé, je me souviens, une année en Inde, je crois que c'était à Raipur, ça devait être un ITF grade 4, et où il y avait un nombre incroyable d'animaux qui passaient le long du terrain. Et là, je me suis dit, ils sont quand même différents, les joueurs dans ces pays-là, parce que eux, ils vont pas être perturbés par une mouche qui passe au-dessus de leur tête quand tu serres, quoi. Ouais. Non, mais on a quand même tendance en France à se prendre la tête. Il y a un peu de bruit, il y a ceci, cela. Je peux te dire que là, et il y a même un moment, et je pourrais te retrouver la vidéo, où il y a des buffles avec des cornes énormes qui me sont passés à 50 cm derrière, avec le fermier qui passait avec ses buffles le long du terrain et du tournoi ITF. Donc voilà. La dernière que j'ai qui était sympa, c'était en France. C'était au championnat de France il y a quelques années au Mans. Ils avaient été délocalisés de Roland-Garros au Mans, les championnats de France junior, 17-18 ans. Et je me souviens d'un copain, coach, dont je tairai le nom pour l'anecdote, mais qui, alors sur les championnats de France, tu as souvent des coachs américains qui viennent pour regarder des joueurs et recruter, et il me demande si je connais ce coach qui en gros faisait 2 mètres de haut et 1,50 m de large, un bon ricain, on pourrait dire. Bon voilà, qui chambre un petit peu et qui me demande si je le connais, et je lui dis que oui, je le connais. Et je ne sais pas s'il faut donner son nom, je vais le donner. C'est Steve Denton, il faut le respecter, coach à Texas A&M, ancien 12e joueur mondial en simple et 2e joueur mondial en double. Donc quand je lui ai dit ça, bon, il a arrêté. Énorme. Et pour terminer, tu peux nous présenter les facs et si tu as envoyé des jeunes, nous préciser qui t'a envoyé en fonction du logo et de bien nous montrer qu'on voit bien. Ah ouais, complètement. Écoute, il y en a d'autres des balles, hein, mais effectivement, ici à Kentucky, j'avais envoyé un joueur indien il y a quelques années. Tu peux bien la montrer comme ça. À l'université de Kentucky, UK, qui a, pour l'anecdote, le plus grand stade de basketball aux États-Unis.
La Rupp Arena, il est plus grand que tous les stades de NBA. Et c'est le stade de l'université. Il doit faire 30 000 places. Il est blindé à chaque match. Je suis allé voir un match là-bas. C'est carrément incroyable. Donc j'avais un joueur là-bas. J'ai une joueuse actuellement ici à l'université de South Florida, les Bulls. Ouais, elle s'appelle Gargi Pawar. Elle est de Pune, en Inde, là où il y a le tournoi ATP, en début d'année. Oklahoma State, OSU. Tristan Méro, que vous allez voir dans l'épisode numéro 2, qui a joué là-bas. La fac rivale, là on est à OU, University of Oklahoma, c'était Maxime Mora qui a joué pour eux. Son coach à l'époque, son head coach était John Roddick, le frère d'Andy Roddick, et son assistant coach était Bobby Reynolds, qui venait juste de prendre sa retraite sur le circuit. Et puis le meilleur pour la fin, j'ai gardé. Les Jaguars, South Alabama. Comment ça? Go Jags. Et là-bas? Ah, il y en a quelques-unes là, ouais. Là, j'ai pas envoyé de joueurs dans celle-ci. Là, j'en ai quelques-unes, tu vois. J'ai Baylor University, il y a Wake Forest. Ça, c'est des balles que j'ai tirées quand je jouais en université et que je récupérais une balle après la rencontre pour le souvenir. Et bien, ça m'a servi aujourd'hui. Yes. Plus de 10 ans après, je m'en sers. Si on veut partir aux US avec toi, du coup, on te contacte. Je mettrai ton site internet en description et tout. Mais c'est quoi le meilleur moyen pour rentrer en contact avec toi? Email, WhatsApp, Instagram. Voilà, c'est le plus simple. On peut se parler n'importe quand, je suis dispo. J'ai un petit bébé qui a bientôt 2 ans, donc des fois je suis debout la nuit, donc on peut se parler à n'importe quelle heure. Pratique. Merci Alex, c'était hyper cool. Nous a fait voyager pendant un petit moment là, c'était super sympa. Est-ce qu'il y a un truc avec lequel tu voulais terminer ou on est bon, tu penses? Non, écoute, je pense qu'on est bon, on a fait à peu près le tour, si ça te va. J'espère pas avoir trop parlé, j'espère que ça n'a pas été trop chiant, mais Non, c'était intéressant, tu m'as replongé dans les souvenirs, ça donne envie presque de refaire l'expérience, donc allez-y, foncez. cool. Merci Max, c'était super sympa. À la prochaine. Et puis du coup, 2 autres épisodes à venir avec des personnes qui ont déjà diplômé, que tu as déjà envoyé, et une fille qui est actuellement aux US. Et tu me disais que tu avais l'impression que ça faisait 10 ans qu'elle y était. Visiblement, l'expérience a l'air agréable. Ouais, elle a l'air agréable, elle a l'air d'avoir apprécié. Elle est très sympa, ça va être un épisode sympa, je pense, tu vas apprécier. Top. Merci Alex. À la prochaine. Merci. Allez, ciao.